Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode de la mi-saison. Allez, on est presque pile bon, on a fait 42 matchs, on y est presque. Et oui, on a déjà fait la moitié de la saison les gars, et oui, déjà. Et je suis avec Constant pour en parler déjà, comment ça va? Ça va bien, ouais, effectivement, on a même passé le stade de la mi-saison. Mmh. Tu as, 42 matchs avec un bilan pour le Thunder qui est tout à fait correct, hein, 35 victoires, 7 défaites. Bon, c'est honnête, c'est peut mieux faire, je pense, mais c'est honnête. Tu n'es pas au niveau des Warriors du 73-9, c'est décevant. Tu es même pas meilleur bilan de la NBA en 35-7. Mais voilà, très heureux de vous retrouver pour faire le bilan après une mi-saison, où, malgré un bilan très élevé, on va quand même avoir pas mal de choses à dire. Donc Ouais, c'est toujours intéressant et c'est aussi le point positif d'avoir plein de blessés, c'est que tu as plein de trucs qui changent au fur et à mesure des matchs, donc tu peux toujours redire des trucs. du bien et du pas bien. On va voir, on est éternel insatisfait, même si on est en Plus de 35-7. bien que de pas bien. Oui, quand même, quand même. Et avec nous, pour en parler, Tom, comment ça va? Ouais, ça va bien, 35-7. On a plus de défaites que les Wizards de victoires. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette stat. Tag gratos pour les Wizards. Mais non, ça va bien, évidemment. On est très content de la saison d'OKC et on va parler de ce qu'on a vu sur cette première partie de saison. Et oui, comme on l'a dit, on vient de passer un peu plus que la mi-saison avec cette belle victoire contre Brooklyn. Pas une adversité incroyable, mais on a pu voir Alex Ducasse mettre des 3 points pour les gens qui aiment bien les garbage time. Donc, on s'amuse comme on peut pendant les garbage time. En tout cas, voilà, Ouais. très, très content d'être là. On va parler d'OKC qui roule sur l'Ouest. Il y en a pas mal en ce moment des garbage time en plus, j'ai l'impression. Ouais. Il y en a eu quelques-uns. Oui. On en Il y en a eu parlera quelques-uns. peut-être pour Ouais. les 4e quarts de chez. Ouais, bizarrement, ils doivent tous courir en 3 quarts temps Oui. pour le MVP. On va bien sûr parler de plusieurs choses qui nous ont marqué sur cette première moitié de saison. Mais avant de commencer, déjà, on va vous remercier pour toutes les vues, écoutes, etc. et le soutien sur les dernières vidéos qui ont très bien marché, quel que soit le genre, podcast très long, courte vidéo, etc. Donc merci beaucoup. Et bien sûr, on approche de la barre symbolique des 1000 abonnés YouTube. Il en reste 20, je crois, à Oui. l'instant T. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et partout. Puis on voit dans les stats qu'il y en a qui écoutent sans être abonnés. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Non, mais abonnez-vous partout. La suite de la saison en plus va être sûrement très cool à suivre. Jusqu'à quand on verra, mais ça sera très cool à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était le petit point promo. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Alors, pour cet épisode, histoire de structurer un peu ça, on est venu chacun avec 3 éléments. Une chose qui nous a plu ou satisfait, on va dire, sur ce début de saison, une chose un peu plus mitigée ou qu'on est en attente de confirmation, et une chose qui nous a pas plu ou pas du tout satisfait. Voilà, donc on va partir du positif et aller jusqu'au plus négatif. Bon, qui veut commencer, Tom? Est-ce que tu veux y aller? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur ce début de saison, positivement, ou qu'est-ce qui t'a satisfait? Il y a beaucoup de choses positives de la part d'OKC cette saison, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le niveau élite défensif qui est affiché par le Thunder sans son meilleur défenseur, Chet Holmgren, qui a joué 10 matchs, pas la peine de le rappeler, 9 matchs et quelques. Malgré donc l'absence de ton meilleur défenseur, de ton encre défensive sur le papier, OKC est de très très loin la meilleure défense NBA. 103.2 defensive rating, donc tu as 4 points de moins que le deuxième qui sont les Clippers. C'est une défense historique, c'est une défense complètement injouable. Et j'avoue que je trouve ça quand même très fort d'arriver à faire ça sans Chet grâce à des adaptations tactiques, grâce à des bonnes adaptations des nouveaux joueurs dans l'équipe, notamment Isaiah Hartenstein, évidemment, qui est central dans la réussite défensive d'OKC, dans la réussite tout court d'OKC cette saison. Effectivement, pour moi, c'est les victoires d'OKC passent la plupart du temps par une défense complètement dingue, plus que par une attaque élite. Bon, ça passe évidemment par des bonnes performances offensives, notamment de Shai Gilgeous-Alexander, ça, on va en parler toute la saison, mais évidemment que Shai est exceptionnel, mais collectivement, c'est défensivement que tu fais vraiment la différence. Et j'avais envie de mettre ce point-là en avant, d'abord avec l'arrivée d'Isaiah Hartenstein, évidemment, qui déjà a un bilan complètement dingue sous OKC, je crois, il est en 22 victoires, 2 défaites, quelque chose comme ça. Ça va changer maintenant. Ouais, non, parce qu'il a pas joué. Non, même pas. Non, il a pas joué contre les Nets. Ouais. La seule défaite, enfin les 2 seules défaites, c'est Houston et Cleveland, où Hartenstein joue. Ouais. Donc ça montre quand même le niveau et la capacité qu'a eu Hartenstein à s'intégrer très vite à l'effectif. On se posait la question, Hartenstein cet été, comment ça va fit à OKC, etc. Bon,
On se pose toujours d'autres questions sur le fit d'Hartenstein avec OKC au complet, mais en l'état, il s'est très bien intégré au collectif, il est très pertinent en termes de protection de cercle au niveau défensif, etc. Il rentre bien même dans la mentalité agressive d'OKC, il n'hésite pas à sortir de sa raquette, il est plutôt pertinent même loin du cercle, donc ça c'est assez satisfaisant. Et surtout, moi ce qui m'a le plus évidemment marqué, s'il y avait une période de match qui m'avait le plus marqué défensivement, c'est la période sans pivot. Celle où Chet se blesse, où Hartenstein n'est toujours pas remis de sa blessure à la main, et où OKC décide de jouer ultra petit. T'as toujours pas Jalen Williams, bon, c'est pas lui qui t'aura arrangé les soucis défensifs, mais tu décides de mettre Jalen Williams en poste 5, tu joues ultra petit, et ça a bien marché. OKC a tenu la baraque défensivement. Alors, fallait pas faire ça, évidemment sur toute une saison, mais sur une série de quelques matchs, ça a bien tenu, avec donc Jalen Williams, comme j'ai dit, poste 5, avec du Caruso qui a été tenté. Et on voit que le small ball d'OKC, évidemment, offensivement, on sait ce que ça peut représenter comme possibilité d'avoir 5 petits. Potentiellement, ça te permet de plus espacer le terrain, d'être plus dynamique que l'adversaire, etc. Mais défensivement, ça pouvait poser question par rapport à la protection de cercle. Et globalement, OKC a bien répondu. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être mis en place et qui est toujours mis en place d'ailleurs par Mark Daigneault depuis, même avec l'arrivée d'Hartenstein et le retour de rotation intérieure. Il tente toujours du small ball de temps en temps, des séquences de match où OKC joue petit et où ça tient bien la route défensivement. Donc ouais, non, très satisfait évidemment de la défense d'OKC, comment ne pas l'être, mais très satisfait aussi des solutions trouvées par Mark Daigneault et par le Thunder pour continuer d'être une défense injouable sans Chet Holmgren. Grand chose à rajouter, hein, de toute façon, Tom, tu en as déjà très bien parlé, mais moi ce que je soulignerais, c'est que le defensive rating moyen en NBA cette année, il est à 113.9. Defensive rating du Thunder, selon Cleaning the Glass, il est à 103.8. Ça fait moins 10.1 de différentiel entre la moyenne de la ligue et ton defensive rating cette saison. C'est tout simplement le meilleur de toute l'histoire NBA. Donc ça pose un petit peu le fait que la défense du Thunder est une défense historique, on va être très honnête. Même l'an dernier, vous vous souvenez, on parlait des Wolves en disant ouais, ils ont une défense qui est incroyable, ils sont vraiment très forts. Gobert avait été très bon une fois de plus défensivement. OKC a 3,5 points de defensive rating en moins que les Wolves de l'an dernier. Donc exceptionnel. Moi, ça rejoint un petit peu la stat que je voulais citer. Le point positif, moi, c'était la défense proche du cercle, puisque OKC est à nouveau la deuxième meilleure défense du cercle. Il n'y a que Cleveland qui fait mieux en termes de protection de cercle. Bon, pas grand-chose à rajouter que ce qu'a dit Tom. Tu mets en fonction du personnel, tu arrives toujours à trouver des solutions. Même si, on va être honnête, je suis allé fouiller un petit peu les stats, bien sûr. Tu es bien aidé par la maladresse adverse à 3 points, puisque tu es dans le top 10 dans les deux catégories de 3 points wide open et open concédé, et dans les deux cas, tu es dans le bottom 5 en termes d'efficacité adverse. Ça ne veut pas toujours tout dire, hein, puisqu'il faut aussi savoir quel shooter tu laisses laisser. C'est pas juste une question de wide open ou de open, mais toujours est-il qu'il y a une petite part de chance. On va dire que la défense du Thunder est élite, mais le fait que les adversaires en face ne mettent pas dedans t'aide à rendre cette défense déjà élite historique. Donc voilà, moi ce que je voulais juste dire, c'est la protection de cercle est de très bonne qualité, peu importe le personnel, voilà, Chet ou pas Chet, Hartenstein ou pas Hartenstein, J-Dub ou pas J-Dub, tu arrives toujours à trouver des solutions, et j'ai l'impression que tu es dans une situation où défensivement, tu arrives beaucoup plus à dicter ce que tu veux faire aux attaques adverses plutôt que t'ajuster à ce que propose l'attaque en face. J'ai l'impression que tu arrives avec, bien sûr, il y a toujours des modifications, tu arrives avec un schéma de jeu, un plan de jeu qui est bien établi, et tu as des situations où c'est plutôt l'adversaire qui est obligé de s'adapter à ce que tu fais défensivement que toi, être obligé de t'adapter à ce que fait l'adversaire en attaque. Je vais prendre un exemple typique, le match face à Cleveland, le deuxième. Tu te dis, bon, on va se faire démonter. Là, on n'a pas Isaiah Hartenstein. Qu'est-ce que fait Kenny Atkinson? Au début, il tente de jouer du post-up avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Ça ne marche pas parce que KC pique un camion de ballon. Qu'est-ce qu'il fait après? Il passe petit. Et à partir du moment où il passe petit, il tombe dans le piège de Mark Daigneault. Donc, ouais, c'est sur ce côté-là où, plus que l'année dernière, j'ai l'impression, tu imposes défensivement un schéma de jeu et tu es encore moins dans l'adaptation à ce que propose l'attaque que de dire non, c'est comme ça qu'on va défendre et c'est comme ça que vous allez attaquer. Ouais, moi j'ai rarement vu ça, hein. Je pense qu'honnêtement, depuis très longtemps, même depuis qu'on regarde la NBA, une défense de ce genre-là aussi performante, c'est assez rare. Déjà, pour rajouter par rapport à ce que tu as dit sur les 3 points grands ouverts, je pense que rien que le fait que tu défendes souvent avant le drive, que tu gênes tout le temps la passe, etc., ça peut potentiellement empêcher d'avoir une bonne passe, un peu déranger le shooter, etc. Ça peut jouer aussi. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. Moi, ce qui me marque avec cette défense, c'est
et ce sera mon point positif plus tard, mais c'est comment tu arrives, là, depuis 42 matchs, à mettre toujours de l'intensité, que ça soit en back-to-back, que ça soit contre des équipes faibles ou pas. Il y a toujours, bon, des fois c'est tout le match, des fois non, mais il y a toujours un moment où tu deviens infranchissable, où tu gagnes 5 ballons d'affilée, où les joueurs adverses, ils comprennent plus ce qu'ils doivent faire, ils sont totalement perdus. Enfin, tu arrives complètement à amener du chaos dans leur attaque et tu en profites presque à chaque fois. Un Caruso, par exemple, est exceptionnel pour faire ça, même s'il a un rôle des fois moindre, il amène toujours quelque chose pour embêter l'attaque adverse. Et en ça, je trouve ça incroyable et bien plus fort que les années auparavant, où ouais, tu avais une défense agressive, tu avais Chet derrière, etc. Là, cette année, j'ai rarement vu autant de chaos créé. Et vis-à-vis de ça, je trouve aussi que la défense est quand même très intelligente, parce que j'ai pas vu, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui fait mieux les rotations défensives qu'OKC. Alors des fois, tu les fais à risque, parce que tu trappes, parce que t'aides beaucoup, parce que voilà, mais j'ai rarement vu une équipe aussi bien se déployer quand le ballon ressort, ou pour gêner les shooters, ou pour empêcher le redrive, etc. Là-dessus, c'est assez fou aussi ce qui est proposé. Et puis après, la défense sur écran, que tu fasses du drop, du switch, ou tu t'adaptes, etc. T'as tellement un personnel fort sur les extérieurs que tu peux voir venir, là, contre les Cavs, ouais, Garland fait des bons matchs parce que c'est un profil, il est trop petit en fait pour qu'on le défende, presque, j'ai envie de dire. Oui. Mais Mitchell, il n'existe pas. Il n'existe pas sur les 2 matchs contre les Cavs. Contre Boston, tu te fais, vous en avez bien parlé avec Charles-Élie, mais tu te fais défoncer sur les post-up. Après, tu t'adaptes, tu laisses un peu plus ces 3 points, t'es un peu plus dur sur l'homme, etc. Et donc ça bascule aussi. Mais ouais, à chaque match, il y a un moment où tu passes en mode, ok, maintenant on les défonce et on défend fort sur tout et on gagne des ballons. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que même dans les matchs où tu gagnes un peu moins de ballons, tu arrives quand même à être plutôt bon défensivement, parce que tu as progressé au rebond. Ça, je voulais quand même le mentionner quand on parle défense. On a bien progressé au rebond grâce à Hartenstein, mais je trouve que globalement, tu es un peu plus solide au rebond. Juste pour ça, il y a eu peu de matchs où on s'est vraiment plaint des rebonds offensifs adverses. C'est très rare. Alors que l'année dernière, Le je pense premier que match à c'était... Cleveland, Ouais, voilà. physiquement. Alors que l'année dernière, je pense que c'était aux 2 matchs sur 3 où on se plaignait des rebonds offensifs. Je trouve que ça a bien diminué. Donc là-dessus, même si statistiquement le progrès n'est pas flamboyant, je trouve que dans le visuel et dans ce dont tu as besoin, c'est déjà bien plus que suffisant. Après, il y avait ces stats de turnover provoqués, donc d'interception, que tu avais plus que de turnover en attaque. Bon, ça a changé depuis parce qu'on gagne un peu moins de ballons, mais ça, c'était incroyable aussi. Puis Non, c'était pas vraiment, tenable. ouais, franchement, la stat, c'était intenable, ouais. Mais franchement, ouais, ce qui me surprend le plus, c'est le niveau d'intensité de tous les joueurs, même un Shea qui doit porter l'attaque à bout de bras souvent, on en reparlera. Le niveau d'intensité défensive est très élevé, presque à chaque fois, quoi. Et ça, j'ai vu peu d'équipes le faire. De toute façon, il y a une stat qui illustre très bien le fait que la défense de Casey est élite. En isolation, en points par possession, tu es premier. En pick and roll ball handler, tu es premier. En pick and roll rollman, tu es premier. Et en défense, il y a qu'en Ouais, défense de transition où tu es septième. Oh là, catastrophe. Attention, tu n'es que septième. C'est-à-dire que, en fait, on va être très honnête, je pense, sans trop tirer de conclusion, qu'au bout de 42 matchs, on peut déjà acquiescer sur le fait que, hormis Luka Doncic, quand tu vas arriver en playoff, il n'y a aucun guard qui peut te battre sur une série de 7 matchs. Hormis Luka Doncic, parce que c'est, voilà, bon, ça reste Luka Doncic. Ça, Mais, ouais. voilà, parce que c'est un extraterrestre et qui fait 2 mètres. Mais sinon, tous les guards passent une mauvaise soirée quand ils jouent face à OKC. Donovan Mitchell, bon, c'était le profil. Lou Dort a été créé dans un laboratoire pour défendre Donovan Mitchell. Ça date pas de cette année, ça on le savait déjà. Mais voilà, hormis des profils vraiment très petits, type Darius Garland qui nous a posé difficulté quelquefois, ou un Stephen Curry, vraiment, j'ai l'impression que tu as un guard, tu arrives face à OKC, tu es en mode oh là là, la soirée va être compliquée parce que le personnel est trop fort en fait. Le personnel est trop fort avec Kayson Wallace, avec Caruso, avec Lou Dort, même avec J-Dub potentiellement qui est capable de se relayer dessus. Et même les quelques joueurs qui étaient un peu flemmards défensivement sur le début de saison, je pense typiquement à Ron Wiggins, sont en train de progresser depuis quelques temps et redeviennent un petit peu sérieux défensivement. Donc oui, finalement, c'est ce qu'on disait en off juste avant, tu n'as quasiment pas de lien faible dans cette défense. Et les seuls aspects que tu peux exploiter défensivement, on l'a vu, la fin de match face à Dallas, c'est la taille d'Isaiah Joe. Voilà. C'est à peu près les seuls trucs que tu peux exploiter dans cette défense de KC. Et les corners à 3 points, parce que souvent, KC vient aider sous le cercle, donc ça peut potentiellement libérer un corner. Mais sinon, voilà, c'est les 2 liens faibles de la défense pour l'instant. Et
ouais, on est dans une situation où la défense fait gagner beaucoup de matchs à OKC cette saison, plus que l'an dernier. Et plus tu avances, plus tu te dis, alors ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, il ne pourra pas te faire mal sur une série en 7 parce qu'il y a trop de personnel, il sera trop bien défendu. Ouais, puis on attend le retour de Chet parce qu'ils peuvent exploiter par exemple aussi la mobilité, le manque de mobilité et de protection de cercle de Jalen. Mais arrivé en playoff, si OKC au complet, on ne projette pas de Jalen dans la rotation. C'est un problème actuellement. Est-ce que ce sera un problème au moment des playoffs? On verra les joueurs qui seront disponibles, mais pas forcément. Donc, tu peux même jouer grand en plus. Hein. Tu peux jouer Hartenstein Chet et tu es moins embêté par les soucis de taille, de mismatch, etc. Parce que si mobilité, par contre. C'est un peu plus dur, mais si tu te retrouves avec J2 en 3 et Dort et Shea ou autre, bon, t'es grand, par contre, t'es très grand. T'auras pas de problème de post-up, je pense. Non. Et puis même le personnel, ouais, j'insiste sur la saison de Luguensdort quand même. Enfin, elle est exceptionnelle, la saison de Luguensdort défensivement. C'est très très fort. Parce que Jalen Williams et First Team, hein. First Team, il est très très fort. Non, il va y avoir 5 pivots. Alors, je cherche pas, il y aura 5 pivots. Est-ce qu'il y a cette saison, il y a un guard qui défend mieux que lui? Je pense pas. Je pense pas. Franchement, sachant que Herb Jones c'était à l'infirmerie. Herb Jones c'était à l'infirmerie. Ceux de Boston, ils ont la flemme. Il y avait Suggs quand il était là, c'est tout. Ouais, puis McDaniel, ça s'est calmé. Donc, non, s'il n'est pas cette année, l'Odor, il peut crier au scandale, honnêtement, ça devient abusé. C'est franchement. Non, mais tu le vois, le All Defensive First Team pour Jalen Williams et Luguensdort qui saute. Non. Même si J-Dub, il fait une super saison défensive par contre. Hein. Ouais. J-Dub et Shea. Et t'as Kayson Wallace et Lou Dort qui sont avec nous. On est là. Non, Dort, il va y être parce qu'il a la réputation. Mais c'est ce qu'on avait dit quand on avait fait la FAQ. Il est fort probable que tu te retrouves avec genre peut-être 2 joueurs de KC dans une All Defensive, alors que statistiquement, tu as l'une des meilleures défenses ever relative à l'année à laquelle tu défends, bien sûr. Ouais, mais tu vois, c'est comme tu l'as dit, elle est pas dépendante de ton collectif, mais c'est une défense collective aussi, avec des individualités qui brillent. Mais en fait, comme on peut dire qu'ils défendent tous bien, même Hartenstein est très bon depuis qu'il est arrivé, enfin, tout le monde défend bien. Donc en fait, c'est dur de dégager vraiment un joueur, ou quand tu as des fois une défense qui est portée par un joueur comme Gobert à Utah, quoi. Ou c'était lui. Donc en soi, je le comprends, ça. Je le comprends. Après, sur une saison comme fait Lou Dort, lui, il arrive quand même à s'exprimer encore plus. Il y a des stats qui font ronfler un petit peu. Enfin, il y a des trucs, quoi. Donc, mais ouais. Et puis il est un des mecs, quoi. Luguensdort, c'est un défenseur d'ISO, un excellent défenseur d'ISO, et il éteint des mecs. Le truc sur Jalen en deuxième mi-temps, ça va faire parler. Ça, typiquement, ça fait bien. Ça marque les esprits. Ça, après, est-ce que ça va mettre au profil de Lou Dort ou est-ce que ça va mettre au crédit de Jalen Brown qui est capable d'avoir des mi-temps formidables et des deuxièmes mi-temps où il éteint la lumière complète. D'ailleurs, je remarque que OKC a cassé Boston, parce que c'est depuis la deuxième mi-temps qu'il n'y a plus rien qui va à Boston. Donc on les a cassés. Voilà, non, je plaisante. Mais ça m'a fait sourire de dire la première mi-temps, tout allait bien. Et puis deuxième mi-temps et la suite, c'est la dégringolade. Il n'y a plus rien qui va. Constant, toi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose du coup sur ton positif ou t'en as un peu parlé déjà sur la protection de cercle ou il y a autre chose? Oh, moi, la protection de cercle, c'est ce que j'ai envie de citer parce que c'était une problématique l'an dernier. Enfin, pas une problématique l'an dernier, mais on savait que quand tu avais de la protection de cercle, c'était souvent dû au fait que tu avais beaucoup de joueurs qui venaient fermer l'accès et que ça donnait potentiellement des 3 points ouverts ou des lancers francs. C'est un peu moins le cas là. Cette année, j'ai l'impression que tu concèdes un peu moins de 3 points dans les corners, tu concèdes un peu moins de lancers francs, surtout récemment, j'ai l'impression. Et puis surtout, tu as un tel niveau d'activité, comme tu l'as dit. Enfin, il y a le personnel, il y a la défense collective et il y a l'activité de tous les joueurs. Enfin, quand tu es à 18,6 de turnover pourcentage adverse, il y a un moment où tu ne peux pas mettre ça au crédit que d'un seul joueur. C'est l'intégralité du collectif. Quand tu vois que dans le top 5 top 5 ou top 10 des interceptions, il y a Shea, J-Dub et Kayson Wallace, il y a un moment où tu es obligé de mettre au crédit du collectif. Donc non, c'est une défense qui est de très bonne qualité. Et ce que j'ai envie de souligner, ce qu'on avait déjà souligné quand on avait fait le dernier épisode avec Charlie, et que tu as aussi évoqué, Pierre, il y a très peu de séquences où la défense prend l'eau, j'ai l'impression. Tu vois, il y a des matchs, je peux vous citer quelques matchs où je me suis dit, là, la défense prend l'eau. Tu as la première défaite de la saison face à Denver en deuxième mi-temps où tu prends l'eau, défensivement. Tu as le match face à Cleveland où tu prends l'eau, celui que tu perds.
Et sinon, tu as la première mi-temps contre New York et la première mi-temps contre Boston. Mais sinon, j'ai pas souvenir de situation où OKC prenait l'eau défensivement, tu vois. Même la raclée que tu prends contre les Bucks là, en finale du In-Season Tournament, c'est parce qu'en attaque, tu mets pas un panier, mais en défense, ils mettent pas 100 points. Donc, tu as beaucoup eu. Enfin, tu as genre 1 ou 2 matchs où OKC perd parce que la défense prend l'eau. Mais sinon, sur les 7 défaites, les 5 autres, c'est parce que l'attaque n'a pas su suivre. Non, oui, tu prends presque déjà jamais de run, et encore moins de run parce que l'attaque adverse d'un coup te détruit, hein. C'est plus souvent, comme tu l'as dit, presque des fois l'attaque d'OKC qui marche un peu au ralenti. Non, je suis complètement d'accord. Et ouais, en fait, là, il faut collectivement, oui, c'est exceptionnel. Après, Hartenstein, je trouve différent de ce qu'il faisait à New York, mais toujours très efficient dans ce qu'il peut proposer. Je trouve qu'en plus, on l'utilise de manière pas uniquement sous le cercle, en drop, etc. Des fois, on le fait sortir un peu loin, il est un peu plus actif que ce que je pensais. Donc, quand même, je voulais le mentionner, lui, dans cet aspect-là. Et peut-être juste pour finir, à la preview de la saison, il y avait des articles qui étaient sortis en mode OKC avec le personnel, ça va être la meilleure défense de l'histoire, ça va être nanani nanana. On avait dit, oh, doucement, on sera peut-être top 3, tranquille. Force est de constater que pour le coup, on est parti sur des bases historiques. Comme tu l'as dit, Constant, tout à l'heure, on est historique. Là, pour le coup, rien à dire. Alors, je suis d'accord. Juste ta défense, elle a pris en maturité collectivement, là où il y a 2 ans, tu avais la même mentalité défensive, mais tu commettais plus de fautes, par exemple. Tu étais moins efficace dans ce que tu faisais. Tu sens que l'équipe, elle a évolué défensivement petit à petit et qu'il y a toujours eu quand même cette base, même aux années où OKC était pourri, hein, avec des saisons à 24 wins, défensivement, c'était quand même cohérent. Tu sens qu'il y a un truc qui a été mis en place dès le début qui paye maintenant et qui fait que le Thunder est injouable, avec un personnel qui est beaucoup plus adapté qu'avant, évidemment, mais tu sens même que collectivement, ça a bien mûri, ça a bien... J'avais quand même une question un peu, mais qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Est-ce qu'en playoff, cette défense-là est autant transposable, aussi dominante? Dans le sens, est-ce que tu arriveras à provoquer autant de turnovers en playoff où la balle est gardée dans les mains de joueurs bien plus compétents? Est-ce que vous y croyez? Après, Constant a donné déjà des stats qui peuvent être encourageants dans ces aspects-là, sur les ISO, sur le pick and roll, etc. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que ça tienne aussi fort? C'était déjà une problématique qu'on avait soulignée l'an dernier, rappelle-toi, sur la série face à Dallas, où on avait dit Dallas, c'est pas forcément une bonne match-up parce que Dallas perd pas beaucoup de ballons, puisque la balle ne sort jamais des mains de Luka Doncic ou de Kyrie Irving. Donc c'est une problématique. Après, c'était un point que je voulais souligner. OKC a quand même bien profité du coup de clé qui a été mis sur l'arbitrage à partir du All-Star Break de l'an dernier. Hein. Parce que, alors là, par contre, qu'est-ce que ça défend? Alors, ça défend de manière intense. Ça met des mains, ça met des bras. Enfin, vraiment, tu sens qu'il y a des contacts. Il y a 1 an, je pense qu'OKC serait retrouvé avec 45 lancers francs tentés pour l'équipe adverse. Et je pense que c'est un point positif dont les fanbases se plaignent souvent d'ailleurs. C'est un peu l'arbitrage à 2 vitesses où OKC a le droit d'être extra intense là où les autres équipes n'ont pas le droit. Mais c'est pour ça qu'en playoff, si en playoff, les arbitres avalent encore plus leur sifflet, là, tu vas finir. C'est la défense des bad boys, des Pistons de la fin des années 80 en termes d'intensité. Donc, moi, je pense que ça va se transposer pour une simple et bonne raison, c'est que en saison régulière, face au top 10 des équipes au net rating, donc les 10 meilleures équipes NBA, tu as aussi la meilleure défense, et de loin. Donc, moi, je vois pas de situation où ça viendrait potentiellement se déliter. Peut-être que tu seras un poil moins fort. Je vois pas de situation où la défense s'écroule complètement. Tu as des principes, tu as un truc qui a bien marché pendant 80 matchs, ou pendant 82 matchs. Je vois pas cette défense s'effondrer tout d'un coup parce que tu arrives en playoff et que tu tombes sur des attaquants plus forts. Ouais, plutôt d'accord, sachant que, mais, enfin, tu vois, même quand on parle d'une match-up, Dallas, ils perdent pas beaucoup de ballons parce que Doncic a beaucoup la balle en main, etc. Mais OKC, ils sont capables de piquer des ballons dans toutes les situations. Ils sont coupés des lignes de passe, sur le porteur de balle en ISO, pour venir en aide, venir trapper quelqu'un et venir piquer la balle. Enfin, ils sont capables de piquer des ballons dans toutes circonstances. Donc, pour moi, en playoff, ça se transposera aussi. Et en plus, les ballons que tu piqueras en playoff auront peut-être plus de poids, entre guillemets, pour créer un momentum, etc. et créer une dynamique sur un match de playoff où c'est plus... Les points valent plus cher, entre guillemets, les matchs sont souvent plus serrés que sur de la régulière, où, même si ça joue pas en tongs en régulière non plus, faut pas déconner, mais il y a plus d'intensité en playoff, les points valent plus cher, entre guillemets. Je sais pas si c'est vrai qu'on a eu des sacrés matchs de saison régulière, OKC notamment, ces dernières semaines.
Ça fait des airs de playoff plusieurs fois. Non, En plus, tu as des situations où. T'as des situations où regardez le nombre de fanbase qui disent ah ouais, mais on était dedans, mais on a pris un run défensivement parce qu'on perdait le ballon. Même le match face à Boston. Boston, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons de toute la NBA. Ils en perdent 16 pour 17 passes décisives sur le match où on les joue. Donc, comme dit Tom, dans toutes les circonstances, tu es capable de forcer les turnovers. Non, je suis d'accord avec vous. Et pour revenir là sur l'aspect un peu discipline, les mains que met OKC, rien que Lou Dort, en vrai, je comprends que ça se plaigne. Je comprends honnêtement, parce que rien que contre Brooklyn, D'Angelo Russell, il lui fait des câlins off-ball pour pas qu'il se démarque. Enfin, voilà. Après, ça passe, ça passe. Et ma théorie là-dessus, et d'ailleurs, c'est un peu vrai à tous les niveaux de basket. D'ailleurs, pas qu'en NBA. C'est plus tu poses un standard haut, que ce soit sur la saison ou même dès le début du match. Peut-être qu'au début, tu te feras sanctionner, mais si tu défends tout le match comme ça, au bout d'un moment, les arbitres, ils vont dire bon, on arrête de siffler toutes les actions. Et il y a un moment où ça bascule, en fait, où le match devient bien plus physique et du coup, c'est forcément à ton avantage. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Où si tu mets un standard défensif très élevé physiquement, ils vont pas siffler 50 fautes, en fait, sur 50 fois la même chose. Donc, au bout d'un moment, tu vas en profiter de ce standard-là. Et je trouve qu'OKC là-dessus est assez fort pour réussir à faire ça. Peu importe les arbitres. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu 2-3 plaintes à l'inverse pour que OKC ait des lancers francs, mais de l'autre côté, je trouve qu'on est plutôt bien vu. Oui, et puis ça marche aussi dans l'autre sens où tu as beaucoup d'équipes qui ont un haut pourcentage de tentatives, enfin, qui tentent beaucoup de 3 points, qui se plaignent de ne pas avoir beaucoup de lancers francs sur les rares fois où ils vont au cercle. Plus tu vas au cercle, plus tu vas avoir de lancers. Alors que si tu te contentes de rester stationnaire derrière l'arc de cercle, quand tu vas driver, les arbitres vont peut-être un peu plus avaler leur sifflet qu'une équipe comme OKC où tu as Shea qui passe son temps à driver. Ouais. C'est ça. Les arbitres, ils adaptent leur call et leur arbitrage au flow du match, entre guillemets. L'idée, c'est de rendre le match jouable, agréable, etc. L'idée des arbitres, même si on les critique souvent, c'est pas de saquer les matchs et de pourrir le spectacle, quoi. L'idée, ils sont là pour que ça se passe bien. Ouais. Peut-être pour conclure, moi, je vais finir sur mon point aussi positif, mais ça va avec tout ce qu'on a dit, parce que c'est très lié à la défense, mais c'est plus sur, globalement, la régularité de l'équipe et les ressources qu'il y a soir après soir pour remporter les matchs. 35-7, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus sur le bilan, mais on était habitué aux bonnes équipes d'OKC où on lâchait souvent des matchs nuls, des matchs contre des équipes faibles où tu faisais pas les efforts, etc. Beaucoup de suffisance, époque Russ PG notamment avec Melo, c'était tout le temps ça. Je trouve que là, il y a une certaine marge par rapport à une majorité d'équipes qui te permet d'être tranquille, de voir venir. Troisième quart-temps, il y a à peu près égalité, tu vas mettre 22 et puis ça va bien se passer. Donc ça, c'est bien. Mais globalement, je trouve que tu es très concerné soir après soir, et quand tu fais la liste des 7 défaites, là, en fait, il y en a presque pas que tu as vraiment laissé tomber. Il n'y a presque pas de match que tu as laissé. Aucune. Franchement, la première, c'est Denver, à Denver, où tu joues Jokic et Russ, et c'est comme tu as dit, la défense saute un petit peu, Russ est très fort, Jokic nous domine, etc. Bon, t'es pas exceptionnel. Okay, et Shea, elle tire pour envoyer en overtime. Ouais, en plus. La deuxième, c'est les Warriors, c'est la blessure de Chet, où tu te fais défoncer ensuite, mais tu reviens en fin de match avec les role-players et tout, c'était assez drôle. Ouais, puis contexte particulier. Voilà. Par contexte très particulier. Ensuite, tu as les seules 2 défaites d'affilée. C'est Dallas et San Antonio, et là, vous en avez parlé aussi, c'est les défaites sans pivot, un peu dans le dur physiquement. Enfin voilà, même si aux Spurs, il n'y avait pas Wemby, si je ne me trompe pas. Mais, non, et à Dallas, il n'y a pas Luka. Il n'y a pas mais bon, voilà, tu as la circonstance atténuante un peu du sans pivot, mais c'est les seules défaites que tu pourrais dire bon moyen. Après, tu perds contre Houston. Sachant que contre Dallas, Lou Dort, elle tire de la gagne. Ouais. Tu perds contre Houston, qui est une très bonne équipe cette saison, voilà, pour l'instant. C'est le magnet ball de Fred VanVleet. Et c'est Fred VanVleet, voilà, exactement. Voilà. Truc qui se reproduira jamais. Ensuite, tu perds les Bucks qui ne comptent pas. C'est dommage, parce que c'est celle qui pique celui-là qui pique le plus. Après, tu perds les Cavs, il y a quelques semaines, dans le plus beau match presque de la saison régulière pour l'instant, entre guillemets, en termes de niveau de jeu, j'entends. Dans 2 attaques en feu, mais où ta défense a un peu de mal. Et tu perds Dallas il y a peu, là, sans Shea et sans Hartenstein. Voilà, en gros, c'est ça. Où tu es à moins 20 et où tu recolles à 3 ou 4 points malgré les absences. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas de match lâché à Charlotte, tu n'as pas de match lâché à je ne sais où, tu n'as pas de match lâché contre les Pélicans, tu n'as pas tout ça. Et ça, je trouve que je suis assez impressionné par ça, parce que ça reste une équipe quand même jeune, mais qui a trouvé la recette un peu soir après soir pour gagner. Bon, Shea n'y est pas
n'est pas anodin parce qu'il t'assure quand même un standard de scoring, d'investissement, de tout ce que tu veux qui est très élevé. Mais quand même, en termes de production, d'énergie, etc., en plus, avec toutes les blessures qu'il y a eu, parce que on n'est pas. Alors, autant l'année dernière, on était bénis des dieux, autant cette année, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, c'est vraiment ce point-là, moi, qui est très positif. Et du coup, tu es à, je sais pas, 6 victoires d'avance sur Houston, deuxième. À la mi-saison. 6 défaites d'avance. 6 défaites d'avance, voilà. Tu peux voir venir. Concrètement, je pense que personne s'attend à ce qu'on lâche la première place. En plus, tu as eu la période du calendrier un peu compliquée là. Là, tu as des matchs un peu plus abordables, certains. Voilà, tu as le temps de voir venir. Et puis, même quand tu as des blessés, tu te dis, bon, franchement, on peut le prendre, celui-là, ça va. Enfin, voilà. Donc, ouais, moi, c'était vraiment ce point-là où je me dis, bah, on va attendre les playoffs maintenant parce qu'on sait gagner les matchs, quoi. On va voir ce que ça donne enfin, quoi. C'est Matt Moore, Hardwood Paroxysme sur Twitter, qui tweet souvent que OKC doesn't fuck around, never. C'est-à-dire que OKC, en fait, ils sont jamais en train de jouer avec la nourriture ou de jouer avec l'adversaire. Limite, tu vois, les fois où OKC joue avec la nourriture, c'est les fois où on les relève. Genre le match à Philly, qui est horrible. Le match où tu mènes de 22 et où finalement ils reviennent à -4. Là. C'est les matchs où tu dis, ah tiens, ça arrive. Mais t'as pas... Comme tu avais l'an dernier, tu sais, la défaite à Détroit, là, où Détroit, ils avaient gagné 4 matchs avant de nous jouer. T'as pas ces situations-là. Et comme tu l'as dit, moi, on arrive dans une situation où, à partir du moment où Shai Gilgeous-Alexander, il est listé comme actif sur la feuille de match, je crois qu'OKC peut remporter le match. Tu peux me mettre Alex Ducasse, tu peux me mettre Brendan Carson, tu peux me mettre Adam Flagler, tu peux me mettre n'importe qui. Du moment que tu me mets Shai Gilgeous-Alexander... Si, c'est pour te dire. À partir du moment où tu me mets Shai Gilgeous-Alexander actif sur la feuille de match, je me dis, ok, on a une chance de remporter le match, honnêtement. Ça montre le niveau du mec cette année, quoi. c'est quand même assez délirant. C'est vrai que OKC lâche rien, lâche aucun match. Il y a beaucoup de garbage time. Ce qui est bien, du coup, Alex Ducas, Brandon Carson, Flagler, on les voit en ce moment. Jeu. Voilà, c'est cool. C'est cool. On a moins vu Thierry Gideon Jones vu que c'était en G-League, là ils reviennent, mais ouais, et puis, ils en profitent, ils galopent sur le terrain, c'est cool. Mais oui, ça te facilite les matchs en plus, au niveau même gestion d'une saison, pour la fatigue, etc. C'est très bien de foutre des énormes pilés dans des matchs qui valent pas grand-chose, entre guillemets. Mais tu joues, j'ai mis un petit taquet aux Wizards au début, mais tu joues les Wizards, tu joues les Nets, tu joues des équipes comme ça. Avec ce genre de mentalité, tu te rends la tâche facile et du coup, tu as un Shai qui joue 28 minutes et voilà, il se repose tranquille, tu prends moins de risques. Quoi, donc, après, je joue aussi 28 minutes contre les Cavs et les Knicks, donc forcément, parce que le match est plié au bout de 3 quarts d'heure. Tu mets des pilés contre les Cavs et les Knicks aussi. Tu mets des pilés contre tout le monde. C'est en gros le minutage de Shai sur les 5 derniers matchs, c'est 28, 29, 28, 33 et 28. Oh là là, attention. C'est pas bon pour le dossier MVP, ça, attention. Il n'y a pas assez de points. Il n'a pas l'occasion de le mettre. Sauf les Cavs, 40 points. Ouais, les Cavs et les Knicks aussi, mais Shai Gilgeous-Alexander, sur tout le mois de janvier, il n'y a que 4 matchs où il joue le 4e carton. On est le 20 janvier. 4 matchs. C'est abusé. Mais tu sais que ça devient un truc aussi où les gens disent il a ces stats-là sans jouer le 4e. S'il joue le 4e, il met 50 pions, quoi. Donc il faut le mettre. Ah ouais, non, mais alors ça. Je suis désolé. Mais je l'ai vu passer un paquet de fois. Hein. Le match à 50, il aurait été soit face aux Knicks, soit face aux Cavs. Ouais. Mais dans tous les cas, il en plante 50. Face aux Cavs, mais face aux Knicks aussi. Hein. Il a 39 à 72% au tir. Enfin, voilà. Écoutez, il joue pas. Il joue dans une trop bonne équipe, malheureusement. Il joue dans une trop bonne équipe. Non, il rend l'équipe trop bonne pour pouvoir jouer, pour pouvoir mettre 50 pions. Non, mais il les mettra en playoff, c'est pas grave ça. Je pense que là pour le coup, j'ai la reconnaissance. Bon, arrive depuis un moment, mais là cette année, je trouve qu'il a pris un statut encore plus grand, quoi. Parce qu'on va pas beaucoup en parler, je pense, dans le reste de l'épisode, mais en positif, c'est est-ce que tu peux rêver mieux presque comme franchise player? C'est dur. Dans l'attitude, dans tout ce qu'il y a autour. C'est dur, quoi. Non, mais alors, autant l'an dernier, et vous le savez, que ce soit vous deux, ou que ce soit ceux qui nous écoutent, que j'étais pas chaud sur le dossier chez MVP. Alors là, cette année, Jokic fait une saison démentielle, donc dans tous les cas, ça fera un beau MVP. Mais je le trouve tellement plus valuable cette année que ce qu'il était l'an dernier. Mais genre, il n'y a même pas de débat pour moi. Je le trouve infiniment plus valuable. Je trouve qu'il y a des situations où, déjà, il augmente son impact au scoring, tout en jouant autant de minutes. Défensivement, je trouve qu'il a moins de trous d'air que ce qu'il pouvait avoir l'an dernier. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, Pierre, sur l'investissement, mais je le trouve plus concerné cette année. Moins de trous d'air que l'an dernier. Et puis surtout, il y a beaucoup de situations. J'ai l'impression que ça s'amplifie au fur et à mesure que la saison progresse, où
Connaissez le Shea, premier quart-temps, il faut rien, il attend qu'il reste 4 minutes dans le premier quart pour mettre ses 10 points. Match face à Cleveland, il prend le jeu à son compte, il fait c'est mort. Premier quart-temps, je vais mettre 15 points. Là, face au Nets, c'est pareil, il prend le jeu à son compte. Et j'aime bien ce Shai Gilgeous-Alexander-là, très agressif et qui n'attend pas potentiellement que les titulaires manquent leur tir pour commencer à prendre le jeu à son compte. Donc oui, pour moi, il y a la défense qui joue beaucoup, mais on l'a vu le match face aux Mavs, tu marques moins de 100 points alors que tu tires à 19 sur 43 à 3 points ou 22 sur 46 à 3 points. Tu mets quand même moins de 100 points. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga de ton équipe en attaque. Et ouais, pour moi, je le trouve, mais il n'est pas en triple-double de moyenne comme le Kitsch, mais dans l'impact qu'il peut avoir sur le rendement offensif des autres joueurs, je le trouve tout aussi valuable et tout aussi important que le Kitsch. Ouais, il n'est pas en triple-double, mais tu vois, quand ça fait des compas stats, les compas statistiques avec des joueurs d'une autre époque, mais ça dit, c'est les saisons à la Michael Jordan qu'il est en train de nous faire, qu'est-ce que c'est que ce mec? Voilà. Après, Jordan, c'était pas la même. C'est ça, et puis oui, c'est des comparaisons entre époques, mais tu vois, ça montre le niveau quand même du gars où. Il y a 2 ans, on se disait, la saison de fou de Shea, il est top 5 MVP, on ne l'imaginait pas à ce niveau. L'an dernier, on fait, putain, il est encore meilleur que l'année dernière, c'est une dinguerie. Là, cette année, on se dit, il est encore à un autre niveau, mais je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Mais non, là, il est à un autre niveau. Je suis d'accord que le dossier MVP de Shea, il est très, très solide. C'est compliqué de pas lui donner, entre guillemets. Après, c'est vrai qu'il y a un Nikola Jokic qui est aussi phénoménal, donc ce qui rend la course MVP aussi belle. Je souhaite pas, mais Jokic a déjà loupé des matchs. Bon. Non. Je souhaite jamais ça, mais. Pas de MVP au rabais. Quitte à être MVP, autant battre Jokic à la régulière. Mais c'est que je me dis, s'il l'a pas cette année, il l'a jamais, quoi. Enfin, mais Jokic, il est se blesse, c'est le seul truc. Ouais. Il est en double de moyenne en étant top 4 donc, les deux, de toute façon, sont absolument monstrueux, mais il y a quand même une stat que je m'en voudrais de ne pas citer, que vous avez peut-être vu circuler sur Twitter. Shea, à 2 points, il a 60% cette année. 60% sur les tirs à 2 points. Le mec fait 1,98. La meilleure saison, alors vous allez me dire, oui, c'est pas les mêmes époques, je m'en fous. La meilleure saison de Shaq à 2 points dans toute sa carrière, c'est 59,5. Il a un meilleur pourcentage de réussite à 2 points que Prime Shaq. Donc je m'en fous. Il faut dire, oui, c'est voir les 2 points en plus. Les 2 points, c'est du short mid. Il a de moins en moins. Il a de moins en moins accès au cercle parce que les défenses en mode, si on va au cercle, c'est mort en fait. Donc il se fait du mi-distance. Et il a de moins en moins le lancer franc. C'est la saison où il en tente le moins depuis la 2021-2022 où il tentait que des 3 points. Donc il y a un moment où chapeau, honnêtement, chapeau. Et puis rien à dire. On espère que ça va le trophée. Mais Jokic le mérite. Pour finir sur ce que j'ai dit, Jokic le mérite aussi. Bien sûr. Jokic, il pourrait mériter un 5 de suite, quoi. En vrai, c'est un malade, ce mec. Mais ouais. J'ai bien aimé la déclat de Shea, d'ailleurs. C'est contre, je sais plus, c'est la fin de match contre les Cavs où comme tu disais, Constant, les lancers, il en provoque un peu moins chez cette année, où le intervieweur de, je sais plus, c'était TNT qui diffusait le match. Oui, qui dit oui, vous avez mis 40 points alors que vous n'avez pas eu le temps de lancer ça. Il fait I don't care about free throws. I don't need free throws. Mais oui, il a pas besoin de lancer. Bon, ça, quand il a dit pas que le graphique il va être reposté si jamais il fait un 5 sur 20 en playoff, le I don't care about free throws où il va avoir 18 lancés, il va être reposté. Ça c'est sûr. C'est sûr. Même la décla où il dit juste, quand il lui demande où il se situe dans la ligue en termes de niveau, il dit je pense être plutôt bon. D'accord. Merci. C'est là où t'as J-Dub à côté qui fait. Ouais. En fait, Jason Kidd en conf de presse avant le match face à OKC, il dit c'est le meilleur en ce moment. Il y a un moment où c'est pas Mark Denol qui dit ça, c'est pas Jalen Williams, c'est le coach d'un mec qui a quand même Luka Doncic qui est certes blessé et qui a Luka Doncic dans son effectif. Autant l'an dernier, on pouvait se dire il est très fort, mais il n'est pas au niveau de Jokic, il n'est pas complètement au niveau de Jokic, de Giannis, de Luka. Autant cette année, il regarde Nikola Jokic droit dans les yeux et ça dit beaucoup de choses sur le niveau de Shai Gilgeous-Alexander pour être capable de regarder Nikola Jokic dans les yeux, que ce soit en termes d'impact statistique et même en termes d'efficacité. Parce que les deux ont quasi la même efficacité, ce qui est délirant, alors que Jokic est à 48% à 3 points. Ouais, c'est ça aussi. Bon, bref. Ouais. On a été dithyrambique sur Shea. Passons peut-être à une chose un peu plus mitigée ou en confirmation. Constant, toi, de quoi tu veux nous parler? Alors moi, ce que j'attends en confirmation, c'est l'attaque, notamment l'adresse au global, puisque vous savez très bien que j'avais posté la stat il y a de ça quelques semaines. Aucune équipe, il n'y a que 2 équipes en dessous
du top 10 à l'EFG. Qu'est-ce que l'EFG? C'est le pourcentage au tir, mais où on met un peu plus en valeur le 3 points que le simple pourcentage au tir. Il n'y avait que 2 équipes sur les 20 dernières années qui n'avaient pas été championnes en étant hors du top 10 de l'EFG. Ce sont les Lakers de 2010 de Kobe et ce sont les Pistons de 2004. Autant dire 2 anomalies, surtout les Pistons de 2004, où pour le coup, ça va être un petit peu difficile de faire une meilleure défense que ce qu'ont été capables de faire les Pistons de 2004. Et là, j'ai envie de vous dire, ça fait un mois où OKC est en train de remettre un petit peu le couvert offensivement. Alors déjà, sur les 2 dernières semaines, OKC, première attaque, deuxième défense de NBA. Ça, c'est fait, voilà, ça fait plaisir. Meilleure attaque, deuxième défense. Et surtout, il y a un point. Alors OKC est 6e en termes d'attaque, mais c'est en train de progresser petit à petit, puisque depuis le mois de décembre, depuis un bon gros mois, OKC est passé top 5 et vraiment pas très loin du reste du top 5, était à 0,05 de New York 4e. OKC est en train de progresser en termes d'adresse à 3 points. On le voit très bien, tu avais très mal débuté. Il y a de plus en plus de matchs sur lesquels tu es en train de, petit à petit, tu retrouves de l'adresse. On en parlera notamment quand on évoquera certains joueurs, certains role-players qui ont très mal débuté en début de saison et qui petit à petit sont en train de remettre dedans. À l'EFG, c'est pareil. Tu n'es plus dans une situation où tu as besoin des lancers francs de chez Gideus Alexander pour être efficace. Donc voilà, je trouve que c'est une accumulation de choses où on en avait parlé, je ne sais plus trop dans quel épisode, où j'avais dit il faut partir du principe qu'OKC ne sera pas une bonne équipe à 3 points cette saison. Et j'ai envie de dire, quand depuis un mois, tu es à 37% à 3 points et que 37% à 3 points, ça te met 9e, sur un haut pourcentage, sur un haut volume de tentatives à 3 points, je ne dis pas que je commence à y croire, mais je me dis, tiens, c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller sur la seconde partie de saison, c'est que l'EFG est en train de remonter, l'attaque était bonne parce que tu provoquais beaucoup de turnover, mais là, l'attaque, juste au global, devient meilleure et tu retrouves de l'adresse à 3 points. OKC est déjà en 35-7. Si tu commences à retrouver une adresse qui est relativement semblable à celle de l'an dernier, peut-être pas 41%, mais si tu retournes à 38,5%, ça va commencer à devenir très compliqué pour les équipes adverses. De toute façon, on l'a vu, quand tu mets des tirs, tu deviens vite injouable. Les passages contre les Knicks ou autres, là, quand ça met dedans, c'est compliqué parce que tu te fais matraquer en défense et ils arrivent et ça, tu mets des grands tirs qui peuvent venir à peu près de n'importe où. Donc si tu dois défendre et les tirs extérieurs qui rentrent dans tous les sens, c'est compliqué. Mais oui, le progrès est flagrant là depuis, on va dire janvier en tout cas, pour faire c'est flagrant que tu as une confiance ou un rythme retrouvé pour pas mal de joueurs, etc. Donc c'est plutôt agréable. Bon, il y a toujours des exceptions, mais il y en a qui font vraiment plaisir à revoir. Cason Wallace, plusieurs fois qu'on en parle, mais fait vraiment plaisir à voir là sur ce mois-ci. Et après, moi, j'ai juste envie de répondre à ce que vous avez dit la dernière fois sur Cam Johnson, où vous posez la question justement pour ces tirs. Est-ce qu'on doit parier sur de l'interne? Est-ce qu'on doit trader, etc. Moi, je vous avais dit, je suis pas chaud de Cam Johnson, et pour moi, ça doit venir que tu dois avoir plus de mecs qui mettent des tirs, donc de la progression interne. Si tu es dans les standards actuels, honnêtement, j'y crois. Après, il faut pas que ton adresse s'éteigne dès que tu commences les playoffs comme l'année dernière, quoi. Ça, on est bien d'accord. On est vraiment d'accord parce que c'était la plus grosse problématique. Mais déjà, là, dans la progression là, de ce mois-ci, je commence de me dire, ok, là, on recommence à jouer au basket, à mettre des tirs de loin, c'est plus intéressant, le spacing va augmenter. Quand Chet va revenir, s'il apporte un peu d'adresse, comme il a pu faire en début de saison, en plus ça sera agréable, ça va apporter encore plus. Voilà, ça pour moi, c'était effectivement la chose à regarder peut-être sur la fin de saison, et ça commence d'être corrigé, comme tu l'as dit, donc c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, c'est que le début, c'est que je sais pas combien de matchs, mais pas énormément, donc... Les 10-15 matchs, je crois que ça va un peu mieux. Ouais. Donc il faut confirmer ça, quoi. Il t'en reste encore 40 à faire du bon shooting, quoi. Il vaut mieux que ça se passe comme ça que l'an dernier où t'es chaud au début et ça baisse petit à petit et en playoff tu te casses la gueule. Là, si on peut faire l'inverse, mal commencer avec Cason Wallace qui en mettait pas une et puis qui commence à prendre du rythme et arriver en playoff où tu rentres tes tirs, impeccable, on est champion les mecs. Mais oui, c'est par contre, comme tu l'as dit Pierre, c'est vrai que quand OKC rentre ses tirs, qui bat OKC? T'as la meilleure défense de la ligue de loin, t'as un des meilleurs joueurs de la ligue, peut-être le meilleur joueur en ce moment en tout cas. Si tes role-players rentrent leur tir, si tes role-players rentrent leur tir, ça fait pas beaucoup de points faibles au final. Donc ouais, non. Après, moi, je continue de penser qu'un ajout extérieur d'un gros shooter à volume, ça pourrait servir dans le sens où t'as retrouvé ton tir, mais tu vois, le shooter à volume qui a retrouvé son tir, ça a Isaiah Joe, et il y a 2 énormes coups de chaud. Non, c'est scammer. C'est pas pour l'instant
Non. Isaiah Joe n'a pas retrouvé son tir à chaque match quasiment où il rentre ses tirs. Il y a des énormes coups de chaud. Contre les Nets, et c'était le 8/11, c'était contre qui? Les Knicks. C'est contre Isaiah Joe versus les équipes de New York. C'est vrai. Il fait sa pub à New York, mais il a raison. Mais oui, hormis ces 2 matchs-là, Isaiah Joe, il reste quand même dans ses standards un peu plus bas que ce qu'on attend sur la saison. Donc, je reste un peu... voilà, j'attends de voir aussi, et je pense qu'il faut quand même un gros shooter, mais oui, c'est vrai que c'est quand même un point à souligner. OKC a retrouvé du rythme offensif et a retrouvé du coup de l'adresse. De toute façon, la parfaite illustration de ce que vous disiez en montrant que quand OKC a de l'adresse, qui peut battre OKC, c'est la première mi-temps face à Cleveland, le deuxième match, qui est peut-être, honnêtement, je l'ai dit moi sous le coup de l'émotion, il y en a d'autres, mais c'est peut-être la meilleure mi-temps de l'histoire d'Oklahoma City. Alors si tu prends le contexte, il y en a peut-être d'autres en play-off qui sont mieux. Il y a la deuxième mi-temps face aux Spurs, le match 6 en 2012. Il doit y avoir des mi-temps face aux Warriors en 2016 où tu leur colles des cartons, notamment la première mi-temps du match 3. Mais dans le contenu, l'attaque est en feu total. Je crois que tu es à 11 sur 19 à 3 points. Les Cavs perdent 13 ballons en première mi-temps. Moi, c'est mon match préféré de l'année. Ça a remplacé le match face à Boston, ce match face à Cleveland dans mes matchs favoris de la saison. À son top 3, c'est pas compliqué. C'est deuxième contre Cleveland, Boston et la première win face aux Clippers, le match après la blessure de Chet. Mais je trouve que vraiment, tu as une situation où tu vois cette équipe, tu es en mode... je pense que sur le match face à Cleveland, le deuxième match face à Cleveland, aucune équipe NBA, en tout cas actuelle, n'était capable de battre ce Thunder-là. C'était impossible. Tu étais trop en feu. Défensivement, tu étais trop lock. Tu fais 3 quarts temps d'une perfection que j'ai rarement vu. Déjà, une équipe d'OKC est capable de faire, mais même une équipe NBA depuis pas mal de temps. Oh non, offensivement, OKC n'a jamais produit ça. Sur ce qui s'est passé sur 3 quarts temps. Non, ouais, et puis c'est rassurant du coup de voir des passages où quand tu veux gagner le titre, il y a forcément des moments dans la saison où il faut que les adversaires se disent bon bah là, s'ils jouent comme ça, c'est terminé, on leur laisse le titre, c'est fini. C'est vrai que ce match contre Cleveland, c'est une belle illustration. Cleveland qui est quand même nous a battu au premier match, qui est quand même la meilleure équipe NBA cette année. Enfin voilà, ils se sont fait démolir complet. Je vois que tu fais à peu près, mais c'est la meilleure équipe NBA au bilan. La meilleure équipe NBA. La meilleure équipe. Je pense qu'on va être honnête. Je pense que dans le contenu, on est cette saison. C'est peut-être celle dont on parle. Il faut voir. Peut-être ça. Au terme de bilan, moi je me fie aux mathématiques. Les mathématiques ne mentent pas. Mais par contre, en termes de net rating. Ah oui, en termes de net rating, OKC est devant. Mais je suis d'accord que si on projette des playoffs, etc., dans un ranking à faire avant les playoffs, je mettrais OKC devant Cleveland aussi. Il y a peut-être Boston que tu mettrais devant aussi, d'ailleurs. Voilà, Boston, bon. C'est pas la meilleure équipe NBA cette saison, Boston. En ce moment, non, mais voilà. Pas top. Mais oui, non, c'est... Faire ça face à Cleveland, parce que tu fais ça face à des équipes de bas de tableau, on s'en fout, mais tu fais ça face à Cleveland, contre qui t'as perdu le match d'avant dans un match de feu où tu vois que Cleveland, c'est une top équipe. Oui, ça, c'est un message que tu envoies à la Ligue qui est quand même assez clair. Quoi. Non, mais ce match-là, ouais, c'est l'illustration parfaite. Hein, tu l'as bien dit, il y a tout. Offensivement, il y a tout. Défensivement, t'es partout. Enfin, ouais, tu peux pas espérer beaucoup mieux de à peu près tous les joueurs. Bon, enfin, c'est la partition parfaite. Mais ouais, pour conclure, si les tirs tombent dedans, ton plafond est illimité, j'ai envie de dire, quoi. Il y a un moment où, ouais, ça devient très compliqué à défendre. Hein. Je me demande quel choix feront les équipes adverses. Hein. Si ton choix, c'est de laisser un Lou Dort tout seul, il y a un match sur 2, ou voire plus, où tu vas te faire allumer, quoi. Donc ça peut, ouais. Après, la problématique que j'ai quand même, malgré tout, c'est que ton spacing repose beaucoup sur des role-players. Encore. Ouais. Bon, le Lou Dort est dans une catégorie à part. Lou Dort, on le met un peu de côté. Mais ton spacing, pour l'instant, en attendant le retour de Chet, il repose sur Isaiah Joe, il repose sur Aaron Wiggins, il repose sur Kayson Wallace, il repose un petit peu sur Kenrich Williams. Je trouve que ça repose quand même beaucoup sur des joueurs qui ne sont pas tes joueurs majeurs. Donc, et on a vu ces joueurs. Un peu quand même. T'as J-Dub quand même, je pense. On parlera du pourcentage oui. de J-Dub. Alors, il repose sur lui, mais. Spacing en soi. Oui, mais potentiellement, lui, il prend quand même du 3 points cette saison. Ouais, mais est-ce qu'il apporte du spacing en soi? Les défenses le défendent pas serré non plus, comme c'est le cas. Non, c'est pour ça. S'il se met à mettre de loin, peut-être que justement, ça sortira un peu plus et il aurait plus d'espace pour le drive d'ailleurs. Ouais, voilà. Après, Chet peut revenir. Chet, est-ce qu'il peut t'apporter ça? Possible, à voir. De toute façon, s'il joue avec Hartenstein, c'est lui quasiment le seul dépositaire de ton spacing. Hein. C'est-à-dire que ton spacing dépend de lui. Hein. C'est quasiment exclusivement que lui si tu fais une double line-up avec Hartenstein. Et voilà, c'est le seul point sur lequel je serais un poil prudent, parce qu'on l'a vu l'an dernier et que ça a déjà fait défaut.
on va dire que tes meilleurs shooters, hormis Lou Dort, sont des role-players. Et les role-players, j'ai toujours moins confiance dans leur capacité à apporter sur des matchs de play-off que sur la capacité que peut avoir un mec qui est top 5 NBA, quoi. Tom, peut-être ton point toi aussi en mitigé, en confirmation. Moi, c'est en confirmation parce que je suis plutôt content de ce qu'on voit là-dessus. Ça reste l'attaque aussi. Parce que vous voyez, la défense, on a tout mis dans les satisfaits. Maintenant, on va parler de l'attaque. Moi, j'appelais ça la force du pivot passeur. On voit qu'OKC, et Pierre, t'en avais bien parlé pendant la preview, OKC repose. T'as Shai et J-Dub qui créent du jeu pour les autres, qui sont les deux meilleurs passeurs de l'équipe. Mais le troisième passeur de l'équipe, et il y a une partie du jeu offensif qui repose notamment là-dessus, c'est Isaiah Hartenstein. Notamment avec ce qu'il fait post-haut, avec ses dribbles end-off qui sont excellents, avec même sa vision de jeu post-haut face au panier où il peut servir les mecs qui coupent, etc. L'attaque d'OKC performe notamment avec ça, parce qu'OKC, on sait que c'est une équipe qui drive beaucoup, et d'avoir un pivot qui s'écarte un peu plus du panier, qui peut servir des Aaron Wiggins, Kayson Wallace, qui tu veux, Jalen Williams, enfin des mecs qui coupent au panier, ça marche très bien. Je mets ça dans un confirmé, dans le sens où j'ai envie de voir ce que ça peut donner en playoff, à quel point cette manière de jouer peut être viable en playoff, à quel point les équipes pourront s'adapter à ça en face. Parce qu'on voit que sur de la régulière, c'est maîtrisé. On voit même qu'avec, sans même Hartenstein, mais avec un Jalen Williams, qui a beaucoup de défauts, mais qui est quand même un bon pivot passeur, il est capable aussi de contribuer là-dessus. J'ai envie de voir ce que va faire OKC. Déjà, au retour de Chet, est-ce que Chet va être incorporé dans cette manière de jouer, être utilisé un peu comme ça? Ça, je sais pas trop. C'est pas trop quelque chose dans lequel on l'a vu pour l'instant, et il va falloir déjà qu'il reprenne du rythme suite à sa blessure, donc à voir. Mais est-ce que Mark Daigneault va tenter de l'utiliser un peu comme l'utilise Hartenstein, avec moins de volume certes, parce qu'Hartenstein, il y a aussi la pose d'écran qui fait la différence sur son dribble end-off. Mais est-ce que Chet va être utilisé comme ça? Et est-ce que ce passing via ton pivot un peu tour de contrôle comme ça, qui sert des mecs ultra mobiles et dynamiques autour, est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir transposer en playoff pour pallier un peu ton manque de création secondaire à côté de Shai? Parce qu'effectivement, bon, on en parlera après, mais le second créateur à OKC, on sait pas trop. On sait pas trop s'il y en aura en playoff ou pas. Donc, est-ce que cette capacité d'avoir un Hartenstein, un pivot en général, capable de servir un grand comme ça, qui voit le jeu de haut, qui arrive à servir des coéquipiers comme ça et d'apporter du mouvement de balle grâce à son positionnement post-haut, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être transposable en playoff? Sur la seconde partie de saison, j'ai envie de voir Chet un peu dans ce rôle-là et voir s'il va être utilisé. Et après, en playoff, évidemment, voir si ça se transpose. Pour l'instant, sur de la régulière, moi, je suis très satisfait. Et Hartenstein, évidemment, est très, très bon à la passe. On savait que c'était un bon pivot passeur. Là, il est utilisé à son plein potentiel dans ce domaine-là. Et j'ai hâte de voir en playoff. En fait, c'est surtout une réponse que j'aurai en playoff. Donc là, c'est rendez-vous mi-avril pour qu'on commence à en discuter. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bien à l'attaque d'OKC si on arrive à le transposer. L'importance du hub offensif dans le jeu du Thunder. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. OKC a trouvé un semblant de réponse à ses problèmes offensifs via le hub. Ce qui était pas trop le cas l'an dernier, puisque finalement le génie n'était pas tant utilisé que ça. Donc finalement, tu as ajouté une nouvelle corde à ton arc avec Isaiah Hartenstein. À voir comment ça va se passer. Je pense pas que Chet sera en mesure de faire ça parce que d'une part, déjà, il y a la pose d'écran. Je pense pas qu'il ait le passing game suffisant. Enfin, il y a vraiment des situations où Hartenstein, quand il est en tant que hub offensif, il y a des situations de coupe, que ce soit pour Isaiah Joe ou que ce soit pour Aaron Wiggins, où il te fait une passe de meneur. On va être très honnête. Je pense pas que Chet soit en mesure de faire ce genre de passe-là. Je pense pas qu'il ait la vision pour faire ça. Ouais, non, mais voilà. Donc, je trouve qu'à voir, ça va dépendre là aussi de comment les deux vont être associés, combien de minutes aura Isaiah Hartenstein. Je pense qu'avec le retour de Chet, on en parlera après, mais il sera plus avec la seconde unit. Ce sera peut-être lui, finalement, ton créateur de la seconde unit au niveau du playmaking. Ce qu'aurait dû être potentiellement Josh Giddey avant d'être tradé, ce qu'aurait pu être AJ Mitchell avant de se blesser. Enfin, voilà, dans ce rôle-là, d'être un peu le dépositaire du jeu offensivement sur les minutes sans Shai Gilgeous-Alexander. Et oui, au niveau de la transposabilité du jeu du hub offensif en playoff, moi, je vois pas de contre-indication, encore une fois. Je pense que tu as des situations où Hartenstein, déjà, on l'a vu un tout petit peu en tant que hub offensif l'an dernier lors des playoffs avec les Knicks, où ça fonctionnait très bien. Le jeu à deux avec Donte DiVincenzo fonctionnait extrêmement bien, notamment sur la série face aux Pacers. Voilà, Isaiah Joe, on parlait du retour de l'adresse. Isaiah Joe, bon, il y a peut-être un match où il est à 1 sur 5, il y a des matchs où il est à 8 sur 10 à 3 points. Toujours est-il que les tirs d'Isaiah Joe à 3 points sont un poil différents cette année que ce qu'ils étaient l'an dernier. Il est un peu moins statique, il sort un peu plus d'écran en mouvement. Il y a des situations où
typiquement, c'est les mêmes situations que Hartenstein avec DiVincenzo, où il y a un dribble end-off et tu as Hartenstein qui va immédiatement poser un écran pour qu'il puisse prendre le 3 points. Enfin, les schémas de jeu sont un peu plus variés offensivement aussi parce que tu as Hartenstein qui est un peu en tour de contrôle offensive et qui permet de gérer un petit peu ce jeu-là. Donc oui, pour moi, c'est transposable. Et j'ai même envie de dire, j'ai envie de voir des situations où ça pourrait être encore plus exploité. C'est-à-dire que tu peux avoir des situations, et c'est un peu le seul reproche que je vais lui faire, mais tu as des situations où tu as Hartenstein qui peut être en hub offensif. Vas-y, va couper. Va couper. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas souvent. C'est beaucoup les Aaron Wiggins, Isaiah Joe, un peu de Cason Wallace qui viennent cut. Et j'ai l'impression que tu pourrais même faire ça avec Jegilius Alexander ou avec Jalen Williams, qui sont des joueurs qui ne sont pas forcément les plus enclins à cut et à jouer off-ball. Mais je me dis, tu vois, c'est un domaine sur lequel tu peux encore plus creuser. Parce que si tu ajoutes le jeu off-ball, la menace off-ball d'un Shea qui est capable de cut sur une passe d'Hartenstein, ça va être une équation difficile à résoudre pour les équipes adverses. Ouais, je pense que tu peux plus le creuser ça, mais on le voit déjà un petit peu. Hein. Il y a 2-3 actions où Shea il part loin de la balle et c'est Hartenstein qui l'a, il y aura un main à main où il y a une petite... Mais c'est vrai qu'on peut augmenter un petit peu en fréquence sur ça. Et mais pour tu vois, Isaiah Joe, d'ailleurs... Juste sur ça, quand il y a un main à main entre Shea et Hartenstein, Shea, généralement, il joue une ISO. Vraiment une situation où, comme tu peux avoir pour Joe, tu as Hartenstein qui fait du post-up, tu as Shea qui va couper, et du coup, tu as Hartenstein qui fait une passe avec rebond pour que Shea puisse finir. Voilà, je me tais. Ouais, okay, un peu plus de continuité sur le truc. Non, je vois très bien. Et d'ailleurs, pour Joe aussi, il l'a dit, lui, en interview, que ces tirs-là, il n'était pas habitué à les prendre. Il les avait jamais pris de sa carrière, presque sur des tirs en mouvement post-end-off. Ce qui peut expliquer aussi, des fois, son manque d'adresse. C'est que c'est des nouveaux tirs pour lui et pour tout le monde, parce que bah là, tu l'as bien dit, Tom, Chet ne faisait pas ça l'année dernière. On n'avait pas ce jeu-là. C'était du pick and pop, c'était on ressort pour Chet, feinte, drive ou petit tir à mi-distance, etc. C'était pas la même chose. C'est pour ça que j'ai du mal à voir, moi aussi, Chet utilisé comme ça, en tout cas quand il est seul pivot sur le terrain. Et du coup, dans ma tête, pendant qu'on en discutait, je me dis, mais du coup, il faut mettre quelqu'un d'autre pour le faire. Et potentiellement, il y a des bons candidats pour moi. Tu peux mettre un Lou Dort, tu peux mettre un Jalen Williams, pour moi, dans ce rôle-là, ça serait pas inintéressant non plus en adaptation où, ouais, tu planques Chet plus loin, ou tu vois, un J-Dub en poseur d'écran et j'ouvre et je vais au cercle et tout, ça peut être assez pertinent. Lou Dort, on en a parlé un paquet de fois de son rôle comme ça qu'il pourrait avoir. Bon, si c'est le seul qui met des 3 points, tu fais pas ça, mais ça peut être... ou même un Ron Wiggins, on l'a vu avec le banc souvent le faire, ça peut être intéressant. Et après, en termes de transposabilité, ouais, je suis comme vous, j'y crois plutôt. Alors, il y aura peut-être moins de backdoor tout seul face au cercle où la défense s'est oubliée. Ça, en playoff, bon, hein, faudra peut-être s'adapter un petit peu. Mais je trouve que justement, par rapport au jeu statique contre Dallas l'année dernière où il se passait rien, on regardait Shea jouer, etc., rien que d'avoir ça, c'est quand même beaucoup plus agréable et ça peut proposer plus de choses. Parce que là, en fait, Hartenstein, il reçoit la balle, il regarde d'un côté, ça fait un écran non porteur, il regarde ce qui se passe, pas de main à main, ok, je vais de l'autre côté, on fait le main à main de l'autre côté, on joue le pick and roll. En fait, ça fluidifie vachement le jeu et ça amène un tout petit peu de rythme qui des fois pouvait manquer, alors qu'il manque encore des fois, mais comme toutes les équipes NBA, des fois t'es très statique, il se passe plus rien, voilà, mais globalement, dans cet aspect-là, il est intéressant. Bon, après, bien sûr, l'interrogation, alors on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est Chet, c'est comment il s'insère là-dedans, est-ce qu'il joue des end-off comme on l'a vu en pré-saison, est-ce qu'on va le laisser dans un corner, est-ce que, je sais pas, on verra, mais j'ai envie de dire c'est quand même un problème de riche, mais il faut quand même bien se poser la question si ces deux joueurs qui jouent 35 et 30 minutes en playoff, faut que ça fonctionne, quoi. Ouais, clairement. Et j'avoue, sur Hartenstein, moi je suis très. On savait que c'était un bon passant, je suis très surpris du fait qu'il ait les deux mains pour la passe. Ça, c'est très intéressant. Je pensais pas qu'il était aussi bon. Après, il triche un peu, hein, il fait des deux mains comme ça, quoi. Enfin... Ouais, clairement. Mais il est capable de faire des passes dans toutes les situations, entre guillemets. Il les fait des deux côtés. Oui. Et ça, il en est capable de non, il y a des no-look, il y a des back rebonds, il y a des renversements. Je pensais pas qu'il était aussi bon. Et j'aime bien surtout sa prise de risque. Il y a des matchs où, je sais plus, il y a un match, il a 7 turnovers, je crois. Mais c'est un match où il y a du déchet, mais où tu dis, ok, il tente, il a raison. Il a raison, parce que dans les matchs où ça passe, il y a des matchs aussi où il finit à 8 passes. Les matchs d'Hartenstein à 8 passes, l'attaque, elle se régale là-dessus. Enfin, les mecs qui finissent lay-up grand ouvert, oui, c'est super. Donc, ouais, c'est très bien. Ça a été totalement exploité par OKC, cette capacité de passe d'Hartenstein. Et ouais, vous l'avez dit, à voir si ça peut se transposer avec d'autres joueurs. J'avoue que Lugansdorf sur la pose d'écran, c'est super. Sur la passe, je suis un peu moins fan de l'idée.
C'est pas une bille à la passe, mais je suis pas très serein. Je préfère Jalen Williams, je préfère Aaron Wiggins, je préfère ce genre de mecs qui mettront moins d'impact à l'écran, mais qui par contre, pour orienter le jeu, seront quand même bien meilleurs que le C'est plus qu'on a peur que Dort il aille tout droit au cercle, quoi. C'est peut-être plus ça le problème. Oh, qui s'arrête pour faire son mid-range un peu pourri là, qu'il fait depuis cette année. Tu là, sais que quand vous en avez parlé, j'ai regardé, et face au cercle, il est pas si mauvais en pourcentage. C'est plus à 0 degré que c'est dur. Ouais, bah ça c'est du Dort, mais effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Tom, il y a un truc moi que je kiffe bien aussi chez Hartenstein, c'est l'imprévisibilité de son jeu, son passing game. En fait, Hartenstein, il va tenter des passes où il n'est pas sûr que le joueur est cut ou que le jeu à deux fonctionne. Ça va amener à des turnovers. C'est d'ailleurs l'un des points qui fait qu'OKC perd plus de ballons depuis Hartenstein, enfin depuis l'arrivée d'Hartenstein, c'est parce qu'il prend plus de risques. Et du coup, tu as des situations où suffit que, encore une fois, si Joe a fait le bon cut au bon moment, bah la passe, certes, c'est une prise de risque, mais par contre, ça va donner 2 points automatiquement. Donc, il a ce côté un petit peu prise de risque au niveau du passing que n'ont pas les autres joueurs du Thunder. Hein. Je n'ai pas le souvenir de joueurs qui prennent réellement de risques au niveau de la passe dans l'effectif, ce que faisait un peu Guidi l'an dernier. Mais voilà, ce que j'aime bien avec Hartenstein, c'est que c'est un créateur de décalage, parfois sans même savoir si le décalage a été créé précédemment, ça va amener du déchet. Par contre, des fois où ça fonctionne, bah là, pour le coup, c'est 2 points. Et puis le match contre les Knicks où Joe bombarde de loin, il met les tirs sur end-off, du coup derrière ça sort, il met des cuts, Hartenstein lui balance des ballons dans le dos de la défense à chaque fois. Ouais, c'est dévastateur, quoi. Et puis quand t'as ça en plus de chez et autres, c'est bien. C'est très très bien. T'as Wiggins qui prend quelques risques à création, ce qui est bien aussi en soi. Il y a un peu de déchets parfois, mais c'est bien. T'as même des passes où t'as Hartenstein qui sert. Je me souviens d'une séquence, c'était Joe qui avait reçu la balle. Et en fait, tu vois au moment où il lâche la balle, Hartenstein, Joe il est encore derrière le défenseur. Et en fait, le défenseur est surpris s'il attend pas. Et du coup, vu que Joe il va la chercher, il récupère la balle dans le bon timing et ça te fait un lay-up facile, alors que la passe sur le papier, elle est loin d'être évidente. Quoi. Ouais. Bon, il y a peut-être juste un truc, c'est pour peut-être que ça soit transposable en playoff, il va falloir aussi qu'il soit agressif au cercle et qu'il score ou qu'il soit au moins une menace en mode je regarde le cercle et je regarde ce qui se passe. Parce que sinon, t'anticipes que les passes, tu mets un joueur plus petit sur lui, il sanctionne pas le mismatch et en fait il se passe pas grand-chose et t'as pas forcément d'avantage. Là où déjà, s'il prend un dribble, qui met son flotteur, si tu lui mets un trop petit, finalement il va sous le cercle, il marque. Déjà, c'est pas la même chose, parce que tu peux pas mettre n'importe qui sur lui, et c'est ce qui manquait à Chet l'année dernière aussi, hein, sur les mismatchs, on en a déjà beaucoup parlé, mais si lui est capable de faire ça, et je pense qu'il le peut, sur certaines positions post-bas, sans faire un knowledge jaune derrière, hein, mais juste tu te retournes, tu marques, et tu mets un petit flotteur de temps en temps avec un dribble, ce qu'il est capable, là, ça t'ouvre beaucoup de portes, quoi. Il faut qu'il soit à ses 10 points, hein, honnêtement, hein, je pense. C'est le chiffre, hein. Tu mets, tu mets 3 paniers sur pick and roll, tu mets un dunk et tu mets un ou 2 flotteurs où tu as dribblé, et puis voilà, quoi. Alors, en fait, la problématique, c'est que c'est là on voit que ce n'est qu'un role player. Il peut pas suffisamment sanctionner sur du post-up pour être la menace ultime en tant que. Ouais. Encore une fois, si on prend les comparaisons avec ne serait-ce que Sabonis, sans même aller jusqu'à Nikola Jokic, tu peux pas faire un end-off où il va te jouer du post-up, où il va t'enfoncer, où il va finir. Je pense que pour moi, c'est le réel défaut d'Isaiah Hartenstein, c'est que c'est pas un très bon finisseur près du cercle, hormis son flotteur. Sa palette de moves est assez limitée, même juste en détente sèche. Enfin, voilà, j'en ai déjà parlé, mais il me déçoit un peu sur ça. Il y a vraiment que le flotteur qui est automatique, mais tu peux pas lui donner des situations comme tu donnes à Sabonis ou à Jokic où vas-y, t'as un post-up, t'es à 2 mètres du panier, tout le monde s'écarte et va nous chercher 2 points. Ça, tu peux pas le faire avec Hartenstein. Puis il a pas de 3 points, donc du coup. Non, il en a pas mis cette saison. Il en a pas mis cette saison. Non, il a 0 sur 11, 0 sur 12, je crois, à 3 points cette saison. On peut plus. Quelque chose comme ça. 0 sur 11. 0 sur 11. Voilà. Ouais. Mais ouais. Et petit dernier truc, son flotteur, c'est vrai qu'il débloque pas mal de choses, je trouve, parce que même si tu veux t'adapter face à Hartenstein, et imaginons, je sais pas, Hartenstein, il reçoit la balle et les défenses, elles resserrent la raquette. Et ils disent, bah vas-y, shoot. Hartenstein, il peut s'approcher un peu et tenter un flotteur, et c'est un geste qu'il maîtrise plutôt bien. Et si aussi, dernière chose, voir la relation avec Chet, si tu peux pas développer un petit truc à la Evan Mobley, Jarrett Allen sur le premier match contre OKC. Où tu as Evan Mobley qui est dans le jeu intermédiaire, qui fait petite passe à l'eau pour Jarrett Allen. Ça peut être un truc à exploiter sur le passing d'Hartenstein et la capacité de Chet à être efficace au panier. J'ai bien envie de voir ce genre de séquence. J'aimerais bien un peu de ça, ouais. Je t'avoue, quand j'ai vu 2-3 actions qu'on a pris sur ça, j'ai fait
Si on pouvait faire un... Après, tu as des situations où tu prends ça sur certaines actions aussi parce que tu viens blitzer sur le porteur de balle et du coup, tu te retrouves avec un mec en drop et Jarrett Allen ou Evan Mobley qui ont juste à envoyer la balle en l'air pour le copain. Si tu as l'aide à l'opposé, il a soit un shooter dans le corner, soit Jarrett Allen en alley-oop, quoi. Donc, oui, Ouais. non, oui, complètement. Bon, bah, moi, je vais parler de mon sentiment mitigé du Alors. début de saison. C'est le gros sujet. On en a parlé un petit peu plusieurs fois. On a déjà plus d'une heure d'épisode, mais là, ça a explosé le temps. On va parler de J-Dub. Je l'ai mis dans mitigé. Je vais expliquer pourquoi. Je vais parler défensivement d'abord, mais Tom l'a déjà fait un petit peu, je crois, mais on l'a tous un peu dit. Cette année, il est meilleur que l'année dernière, bien meilleur. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, franchement. Là, autant il y a des fois, on l'a dit qu'il était un peu surcoté l'année dernière, fallait pas, ça en faisait trop. Là, cette année, dans l'intensité, dans la défense sur porteur de balle, dans la défense... La protection de cercle, la polyvalence, il y a tout. Je pense que tu as un espèce de couteau suisse défensif qui fait aussi que ta défense est ce qu'elle est, parce qu'il est tellement fort et tellement partout que ça en devient énorme. Ça en provoque même que tu joues contre les Knicks, c'est lui qui est sur Towns et tu mets Hartenstein sur Josh Hart. C'est lui qui prend Randle, forcément, mais il l'éteint. C'est lui qui va... Enfin, tous les match-up un peu grands comme ça, c'est pour lui et ça marche plutôt bien. C'est lui qui défendrait Wemby aussi, on l'a vu. Je sais pas si on l'a vu cette année, mais on le sait. On l'a vu le premier match. Et sur ça, il est un investissement, une envie de dominer le match-up et de dominer défensivement qui est assez folle. Et pour le coup, là, il faut quand même le souligner que défensivement, les progrès sont flagrants. Et maintenant, je pense même que globalement, c'est un meilleur joueur que l'année dernière. Juste que il n'est pas porté, comme les 2 dernières années d'ailleurs, par une adresse, et notamment pull-up, on en a beaucoup parlé l'année dernière, qui était, j'ai envie de dire, intenable à la longue, parce que bon, ou alors t'es vraiment un joueur, tu t'appelles Shea, quoi, concrètement. Mais c'était même presque Shea n'était pas à ce intenable. niveau-là d'efficacité sur pull-up l'an dernier. C'était potentiellement intenable, ce qui du coup, j'ai envie de dire, lui permettait offensivement de surexister par rapport à son niveau réel de création pour lui-même, etc. Et au final, quand en playoff ça l'a lâché, eh ben on a vite été déçus, on s'est vite posé des questions. Je trouve cette année peut-être un peu plus complet offensivement, j'ai vu plus de choses, mais off-ball, on-ball, plus de situations différentes, etc. La problématique maintenant, c'est l'efficacité qui n'est pas là, qui a bien baissé. Alors, il prend plus de tirs à 3 points comme on l'avait souhaité, mais l'efficacité a baissé, pardon. Il a quand même profité de l'absence de Chet pour prendre plus de tirs aussi, mais encore une fois, l'efficacité ne suit pas. Donc voilà, ça, c'est le gros point noir, mais au-delà de cet aspect efficacité, je trouve que c'est un joueur plus complet et meilleur que l'année dernière, et d'ailleurs, il fait ses meilleurs chiffres en carrière pour ce que ça vaut. Il fait ses meilleurs chiffres en carrière sur les stats bruts, pas sur les pourcentages, etc. Maintenant, j'ai envie aussi de... En fait, il y a un truc avec J-Dub, j'ai l'impression que nous, on est dur, je parle même en France ou global, on est assez dur avec lui, là où aux États-Unis, rien que la semaine dernière, il y a eu 3 articles sur J-Dub, il fait tout à OKC, il peut tout faire, il faut le mettre All-Star, voilà, est-ce qu'il peut amener, il peut tout faire à OKC, il peut apporter tout, est-ce qu'il peut amener au titre, il y a eu plusieurs articles comme ça qui sont sur des gros médias, hein. Donc voilà, je me dis, est-ce qu'il est plus coté là-bas que chez nous, est-ce que nous, on est trop dur? Déjà, c'est une question que je me pose. Et après, il faut quand même parler du coup de l'attaque, où l'adresse a baissé, mais là où je suis vraiment pas satisfait et que j'attends du mieux, c'est le contenu un petit peu. C'est en fait, il arrive à se créer des tirs, alors qui sont souvent difficiles, mais qui pour lui sont faciles et qu'il est efficace soir après soir sur ces tirs-là. Il en a aussi des très faciles au cercle, mais même ses mid-range, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui mettent dedans. Son fade-away, où il joue post-up, c'est dedans. Enfin, il sait où il doit aller, il sait ce que sont ses tirs. J-Dub, on avait l'impression que son mid-range, départ, dribble main gauche, poussé, retour arrière, ça marchait, pas tant que ça. Et la problématique, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se créer de tirs faciles. C'est que des tirs compliqués. Donc, les soirs où t'es bon, où t'es adroit et t'es dans un bon soir, tu mets beaucoup de points. Et les soirs où ça rentre pas, et comme t'as que des tirs difficiles, ça stagne un moment, souvent, ton niveau au scoring. Je pense que c'est un bad shot maker, et il y en a beaucoup en NBA, mais que même ces joueurs-là, ils doivent pouvoir se mettre en confiance, doivent pouvoir trouver autre chose que des tirs à un pied par-dessus 2 joueurs, des tirs où tu pousses, des pull-ups à 3 points, des drives où tu tires sur 3 joueurs. Voilà, c'est la grosse problématique pour moi.
où on en attendait plus. C'est pas forcément la passe où je suis déçu, c'est pas forcément sur d'autres choses. Moi, c'est vraiment cet aspect-là. Et du coup, on en parlera peut-être ensuite sur des choses décevantes, mais les minutes Sanché où c'est lui qui a la balle en main, eh ben, elles sont plus compliquées parce qu'il a pas. Bon, j'arrive. Il a pas les, ouais, mais du coup, il a pas les périodes chaudes qu'il avait l'année dernière au quatrième quart-temps notamment. Il apporte moins. Et en fait, là où ça fonctionne, souvent les minutes Sanché, quand ça fonctionne, c'est quand eh ben, on donne la balle à Hartenstein, on joue autour de lui, il y a plein de choses qui se passent, c'est pas que Dub qui porte la balle. Alors que il a Hartenstein justement pour lui poser des écrans, pour faire plein de choses. Donc ouais, voilà, c'était ça qui. Je suis un peu mitigé en fait, parce que je vois, moi j'ai quand même l'impression de voir un joueur meilleur, mais en attaque, c'est pas là où on espérait l'être. Et quand là maintenant, je le vois pas All-Star. Offensivement, c'est pas un All-Star. Défensivement, par contre, oui, vas-y, c'est un top joueur. Mais offensivement, ce n'est pas un All-Star. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une deuxième option offensive ou c'est juste un espèce de couteau suisse ultime des deux côtés du terrain que tu dois utiliser de plein de manières différentes et qui peut combler plein de choses dans ton roster, quoi. On revient à ce débat-là pour moi un peu. C'est André Constant, t'as Iguodala, beaucoup quoi. réagi. Hein. Ouais. Non, André Iguodala de Denver et de Philly, celui qui est All-Star. Ouais, t'as dit plein de choses. Bon, déjà, Ouais, Jalen c'était long, Williams. pardon. Non, mais t'inquiète. Pour une fois que c'est pas moi qui fais des tunnels. Jalen Williams, depuis le 1er décembre, 44% au tir, 28% à 3 points, 77% au lancer. Ça, déjà, c'est posé. Voilà. Donc ça, c'est assez catastrophique. Moi, je pense, et je vais illustrer mon propos avec la stat qui suit juste après, je pense que ce qui est arrivé à J-Dub l'an dernier, c'est une mauvaise chose. Je m'explique. L'an dernier, il était deuxième à l'EFG de toute la NBA parmi les gros volumes, sur les tirs en pull-up. Il n'y avait que CJ McCollum qui faisait mieux. Du coup, J-Dub, il s'est dit, puisque je suis capable de les mettre, je vais faire que ça, et je ne vais pas trouver de tir rémunérateur. Bah ouais, sauf que cette année, J-Dub en EFG, il est passé de 55% à 47,2% à l'EFG sur les pull-ups. Et du coup, il est plus deuxième de toute la NBA, il est 26e sur 30e sur les 30 joueurs qui tentent le plus de pull-up. Les minutes Sanché, on en parlait. L'an dernier, J-Dub, il était plutôt bon. Si vous prenez le true shooting de J-Dub l'an dernier, sur les minutes avec Shea, J-Dub, il a un true shooting qui est de 63,3. Bon, c'est indécent. Si vous prenez le true shooting de J-Dub sur les minutes sans Shea, l'an dernier, il a 60,7. Donc, il y a 2,3 points de pourcentage d'écart au true shooting. Cette année, par contre, déjà, sur les minutes avec Shea, il est qu'à 58,1. Donc, il y a 5 points de pourcentage d'écart sur le true shooting. Par contre, sur les minutes sans, il est à 51,5. Il y a quasi 7 points de pourcentage de différentiel sur les minutes, sur son true shooting, sur les minutes avec ou les minutes sans Shea. Et pour moi, c'est révélateur du fait qu'il n'arrive pas à se créer son tir. Au niveau du dribble, ça ne marche pas. Il n'y a plus les situations. Alors forcément, il est un peu plus réputé, mais souviens-toi, Pierre, dont on avait parlé, où il drivait ligne de fond, où il finissait par un gros dunk, où il venait cut. Il n'y a plus ça pour J-Dub. Il n'y a plus. Donc je trouve que c'est un joueur qui s'enferme dans un bad shot making parce qu'il a été capable de le faire l'an dernier et il se dit je comprends pas pourquoi j'arrivais à le faire l'an dernier, j'arrive plus à le faire cette année. Sauf que contre Dallas en playoff, ça marchait déjà plus. Et je pense que ce qui lui est arrivé l'an dernier est une mauvaise chose. Et je pense vraiment que c'est un joueur qui doit, même s'il n'aime pas, on sait, voilà, J-Dub, il n'aime pas aller au cercle, c'est un joueur il le fait défensivement, qui doit user de sa taille et de ses capacités athlétiques en attaque. J'ai pas l'impression de voir jouer un mec qui fait 1,98, qui a devant d'envergure et qui fait je sais pas combien de kilos en attaque. Pour moi, c'est un extérieur typique, quoi. Genre, franchement, je vois très peu de J-Dub faire des post-up. Je vois très peu de J-Dub, les rares fois où il va au cercle, essayer de tout écraser. Je vois pas un joueur qui utilise sa taille, qui utilise son coffre athlétique, alors que lui, pour le coup, en termes de coffre athlétique, c'est quelque chose. Ouais, pour moi, il est extrêmement décevant et on est dans une situation où en playoff, tu vas avoir besoin de la création de J-Dub. C'est pas Chet qui va te créer le tir, c'est pas Hartenstein le dribble end-off, même s'il est efficace et qu'on l'a dit positivement, va avoir certaines limites. Tu vas avoir besoin de lui. Et j'ai l'impression que sur cette fameuse seconde option, on est dans une situation où l'an dernier, ça n'a pas marché, alors qu'on avait beaucoup plus vu de situations où il était capable de le faire que ce qu'on a vu cette année. Donc déjà, je n'étais pas confiant avant le début de la saison parce que je me suis dit contre Dallas, ça s'est planté. Mais là, je suis encore moins parce qu'on ne l'a quasiment pas vu de l'année. J-Dub, deuxième porteur de balle qui est capable de sanctionner. Donc non, pour moi, c'est très inquiétant. Et même pour partir sur un sujet un poil plus large, je suis désolé, mais un couteau suisse qui n'est pas efficace en attaque,
C'est pas un contrat max pour moi. Il le sera, hein. Je pense qu'il le sera. Mais tu as une réelle problématique de te dire, en fait, J-Dub, ouais, défensivement, c'est un couteau suisse, il est capable de te défendre tous les postes. Par contre, en attaque, il y a des réelles problématiques. Et j'ai l'impression que, autant l'an dernier, on était plus sur un joueur offensif que défensif, autant cette année, j'ai l'impression qu'on est plus sur un joueur où la défense a pris le pas sur l'attaque. Ouais, moi, je suis moins catégorique dans le sens où j'ai l'impression qu'il est paumé offensivement. Il n'arrive pas à trouver sa place offensivement, ce qui est assez bizarre parce que c'est le deuxième meilleur attaquant de l'équipe. Mais il prend pas. Tu vois, le match contre Dallas où il y a Pachet. Il prend 22 tirs. Il est horrible. Il est horrible. Il est dégueulasse. Il y a un quart-temps où il met un peu de points, c'est tout. Le troisième, il prend 22 tirs. Tu vois, ce qu'on réclamait avec J-Dub, c'est prend plus de tirs. Il les prend 22. Donc, il prend ses responsabilités au niveau du volume de tirs, de ce qu'on attend de lui. Mais il a 7 sur 22. Et honnêtement, j'ai regardé le match. Et à la fin du match, je vois 22 tirs tentés. Je me dis, ah bon, quand? Pour moi, il en avait tenté une quinzaine à tout péter. Et je n'avais pas vu tant exister que ça offensivement. Parce que je trouve qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans l'attaque. Il est perdu. Là où je suis d'accord aussi, c'est qu'il faut qu'il ait un tir rémunérateur, il faut qu'il ait une manière d'avoir des points faciles, notamment pour trouver sa place offensivement, se créer de l'espace, etc. Et effectivement, il faut aller au panier. On est toujours sur le même problème avec J-Dub. Il fait un peu plus d'efforts, un petit peu plus récemment, je trouve, mais ça reste quand même insuffisant. Et oui, il faut qu'il utilise son coffre athlétique, il faut qu'il utilise ça pour tout écrabouiller. Là, il joue trop comme il joue trop comme Demar DeRozan. Il essaye trop de choper du tir mi-distance. Il essaye trop d'être. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il essaye trop d'être technique. J-Dub, vas-y, bourre dans le tas, on s'en fout. Fonce dedans, vas-y un peu tête baissée, perds des ballons s'il faut, mais bourre-moi ce panier parce que athlétiquement, c'est une bête, J-Dub. Et comme vous l'avez dit, on le voit défensivement. Défensivement, il fait une putain de saison. Même en transition, hein. Il y a des transitions là où il part plein de balles. Voilà, utilise ça, quitte à perdre des ballons. Tu vois, on compare Jalen Williams à Russell Westbrook dans le côté, il gueule tout le temps, etc. Il est un peu taré. Et fais comme Russell Westbrook, bourre. On s'en fout. T'as du déchet, c'est pas grave. Rentre dans le tas. C'est con, mais les défenseurs vont beaucoup plus le craindre s'il va beaucoup au panier, quand ça provoque des lancers, etc. Même s'il y a du déchet. Et si tu commences à bourrer le panier, les mecs, ils vont être un peu plus sur le reculoir pour te défendre. Et là, tes mi-distance, tu vas les avoir ouverts plutôt qu'avoir que des tirs contestés et de devoir être un bad shot maker que tu n'as été que l'an dernier. Donc, pour moi, J-Dub, il faut qu'il retrouve sa place offensivement et ça passe par de l'agressivité. Ça passe aussi par une meilleure réussite à 3 points parce que Constant, tu l'as dit, il n'est même pas à 30% à 3 points, J-Dub, là, depuis le mois dernier. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'il rentre beaucoup plus que ça. On parlait du spacing tout à l'heure. J-Dub, c'est quand même un mec qui est censé t'apporter un peu de spacing. Ce qu'on se disait en preview, c'est les 45% l'an dernier en régulière. C'était complètement lunaire. On savait qu'il les tiendrait pas, mais on se disait, OK, il augmente le volume, mais il faut qu'il arrive à augmenter le volume en baissant le moins possible l'efficacité, en gardant une efficacité potable. Il a augmenté le volume. Ça aussi, il l'a fait. Ce qu'on demandait qu'il ait plus de responsabilités, plus de tirs, etc., il l'a fait. Il a 5 tirs tentés. Par contre, il n'est même pas à 34%. Il faut qu'il trouve sa place offensivement. Faut qu'il arrête de tenter des tirs compliqués, de jouer comme Demar DeRozan. Faut qu'il utilise ses qualités techniques. Faut qu'il utilise son tir parce que c'est un bon shooter, J-Dub à la base. Il faut qu'il joue plus simple, tout bêtement, et qu'il essaye de mieux jouer, de moins jouer à l'envers comme on le voit actuellement. Parce que là, pour l'instant, il n'est pas du tout efficace. Et dans des matchs où t'as pas ça se voit tout de suite. Dans des moments où t'as pas globalement. Ouais, il y a 3 choses qui me viennent un peu en vrac avec tout ce que vous avez dit. La première, c'est quand la dernière fois que J-Dub, il a vraiment blow-by un gars et il a marqué tranquille. Enfin, vraiment sur jeu placé. Même un Wiggins, en fait, à chaque match, sur des close-out machin, il arrive à passer son joueur. Après, il finit ou pas sur l'aide, mais quand c'est la dernière fois que J-Dub avait pas un gars juste derrière lui en train de le pousser, un intérieur face à lui, etc., pour finir au cercle, c'est rare, quoi. C'est beaucoup trop rare. Ensuite, moi, ce qui m'embête, c'est qu'avec l'arrivée d'Hartenstein, pour moi, ça devait être l'un des joueurs qui bénéficie le plus de son aide. Du pick and roll, alors il y a eu des connexions à la passe et tout, mais tu avais du pick and roll, tu pouvais le faire jouer off-ball sur du end-off, il pouvait mettre des cuts avec des passes, etc. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus on perd ça. Bon, Hartenstein n'est pas là les derniers matchs, mais on a perdu un peu ça sur pas mal d'aspects. Et je trouve ça... on le voyait sur les premiers matchs d'Hartenstein. Ouais. Il y avait un super pick and roll J-Dub Hartenstein. Là, il n'y a qu'une situation où il remonte d'en bas, mais c'est à l'arrêt. Après, il fait un main à main haut pour repiquer. Mais c'est lent, quoi. En fait, c'est pas une situation pour moi, J-Dub, justement, à pouvoir passer son joueur parce qu'il sera pas à l'aise là-dessus.
Et enfin, c'est mine de rien, je trouvais que la présence de Mitchell quand il était avec lui sur le terrain l'aidait. Parce que Mitchell, il prenait la balle, il remontait la balle, il laissait J-Dub faire des trucs off-ball ou autre, il fixait un peu la défense et J-Dub arrivait lancé ou autre. Et ça, je trouve que ça peut lui manquer en plus sur les derniers matchs. Et c'est difficile pour un joueur comme lui, avec les attentes qu'on a pour lui offensivement, de dépendre d'un rookie backup meneur second tour. C'est ça, en fait. C'est plus ça qui est problématique. Alors, qu'il y ait besoin d'un meneur à côté de lui, pourquoi pas? Mais que tu sois peut-être dépendant un peu de ça, dépendant de beaucoup de choses, c'est un peu dur. Et après, pour finir, je crois que c'est contre... C'est quel match où il tire 8 lancers francs et qu'en gros, c'est son record en carrière? Je dis, mais... C'est pas contre C'est Cleveland? Miami, Cleveland, Washington. Il y a Il y a Washington et Dallas. Ouais. C'est un match où tu as l'impression qu'il se fait encenser du coup parce que il est enfin agressif et tout. 8 lancers francs. C'est un record, je crois que c'était le record en carrière ou presque. Tu te dis, mais. Alors Et que c'est un joueur. Contre Dallas, il provoque 8 lancers, mais il en provoque 6 dès le début de match. Où il a 2 sur 6 d'ailleurs, il rentre rien. Et en plus, ouais. Alors J-Dub, il avait un match à 10 lancers l'an dernier. Ah, bon, l'an dernier, de cette saison, tu vois. Oui, mais cette saison, oui. C'est pas pour un joueur, comme vous avez dit, athlétique comme lui. C'est pas normal. Est-ce qu'on est encore trop dans l'évitement? Est-ce qu'on n'arrive pas à créer cette séparation avec son premier joueur pour arriver à lancer? Enfin, je sais pas. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi, Tom, pour finir. Il est un peu perdu. Et Daigneault l'a dit aussi d'ailleurs en interview que il lui demandait quand même des nouvelles choses chaque année depuis 2 ans ou 3 ans, selon comment on compte, et que c'était aussi dur de s'adapter, etc. Mais là, en fait, alors qu'il devrait peut-être faire évoluer son jeu justement, il reste, comme tu as dit, constant dans ce qui marchait en saison régulière l'année dernière, et pas en play-off. Mais je pense aussi, tu vois, tu parlais de d'Aaron Wiggins, il n'a pas le handle. Il n'a pas le handle pour être une deuxième option. Le nombre de situations, le nombre de pertes de balles où J-Dub il commence à driver et comme il a surpasse son handle, soit il perd la balle, soit il se la fait piquer. Je suis désolé, Shea, ça lui arrive une fois sur 100. Alors Shea, oui, bon, c'est un top 3 en termes de handle. Bon, l'outil de comparaison n'est pas gentil pour J-Dub. Mais pour moi, je pense qu'Aaron Wiggins a un meilleur handle que J-Dub. Je pense. C'est peut-être une erreur, peut-être que je me trompe, peut-être parce que les défenseurs sont moins forts quand ils défendent Wiggins que ceux qui défendent J-Dub, mais pour moi, quand je vois Wiggins balle en main, je suis plus sûr, et Wiggins me paraît plus sûr des zones où il veut aller et de comment il veut y accéder que quand c'est J-Dub qui est balle en main. J-Dub, ouais, il y a des situations où, comme tu l'as dit, Pierre, où il va essayer potentiellement de passer son vis-à-vis, mais ça va pas marcher. Du coup, son dribble, il va arrêter, il va tenter un espèce de fade-away qui a un long tout. Bah non, bah ça, je suis désolé, ça va pas marcher en play-off. Bon, c'était le moment de J-Dub. Ça a duré un petit moment pas très positif. J'ai quand même mis en mitigé parce que voilà, j'ai dit du positif au début. Mais on attend mieux de J-Dub et bon, s'il est sélectionné All-Star Game, on sera très content, mais on n'est pas. Non, parce que le contrat, après, il va faire. Vous avez vu, j'étais All-Star. Pour l'instant, on n'est pas les plus convaincus non plus. Donc, et je pense que s'il y a des arguments statistiques et autres qui sont en sa défaveur. Donc, à voir comment ça continue. On passe maintenant au point négatif, ce qu'on a moins aimé, ou ce qui nous a pas satisfait. Tom? Moi, Chet me manque. Voilà. Je suis un peu tristoun, voilà. On kiffe là, on est en 35-7, on est en train de broyer la ligue, mais ça fait 32 matchs qu'il n'y a pas de Chet Holmgren, ça fait chier, déjà. On n'est pas prêt de le revoir. Oui, en plus, on va pas le revoir avant le All-Star Break. Bon, comme on avait dit. On l'avait dit, Pierre, quand on avait fait l'épisode sur sa blessure. On avait dit on le revoyait pas avant le All-Star Break. C'est clair. Mais je sais plus, c'était réévaluation janvier, je crois, à la base. Et bon, ça non, c'était reprise des activités. C'était là toute la nuance. C'était reprise des activités 8 à 10 semaines. C'est pour ça qu'on avait dit il va pas revenir direct. Ouais. Mais il reviendra au All-Star Break. À voir s'il revient dès la fin du All-Star Break. C'est quoi, c'est 3-5 semaines, je crois, là, où ils vont refaire le point, voir s'il peut jouer, etc. Ouais, en gros, le premier match post-All-Star Break, c'est le 23 février. Donc, c'est dans plus d'un mois. Donc, ça fait 5 semaines. Quoi. À voir s'il sera potentiellement. Mais au maximum, Chet, il va jouer 25 matchs à peu près. Dans ces eaux-là, entre 25 et 30 matchs, il resterait après l'All-Star Break. Mon point là-dessus, c'est que au-delà de mon côté fan, j'adore Chet Holmgren, machin, j'ai envie de le voir jouer au basket. Le fait qu'il soit absent, c'est quand même une des pièces principales de ta construction d'équipe. En termes d'automatisme, c'est pas top. Déjà, pour un truc tout con, c'est que on voulait voir le duo de Chet Hartenstein. Pour l'instant, on a eu 0. Comme le Chiringuito, 0.
Donc pour le coup, c'est quand même embêtant parce que c'était un peu le point sur lequel on était intrigué côté OKC de la signature notamment d'Hartenstein, c'est voir comment ça pouvait matcher avec Chet. Et là, tu vas avoir 2 mois pour tester l'association avant les jeux de playoff. Peut-être un peu moins même parce que sur de la fin de saison, tu vas peut-être pas les faire jouer tous les matchs, etc. Peut-être un peu préservé. Donc ouais, c'est quelque chose d'embêtant, c'est forcément quelque chose de négatif. Il fallait trouver quelque chose et vu que sur le terrain ça se passe plutôt bien, j'ai pris le gars qu'on ne voit pas sur le terrain finalement. Et j'allais pas prendre Nikola Topic parce que je ne sais pas si c'est un bon joueur de basket ou pas. Donc Chet Holmgren, on l'a vu l'an dernier et même sur les 10 premiers matchs, c'est une bête défensive. Donc ouais, non, ça m'embête et alors, je sais pas si j'ai peur que Chet Holmgren soit pas prêt pour les playoffs, mais je sais pas trop. Je sais pas sur quel pied danser. J'espère que le retour de Chet va pas casser un peu la dynamique positive d'OKC dans le sens où tu es obligé de le réintégrer parce qu'il est trop fort, il est trop important pour ton collectif. Mais t'as trouvé quelque chose collectivement et voir si Chet arrive à s'incorporer là-dedans. S'il n'y arrive pas, il va pas avoir tant de temps que ça pour s'intégrer. S'il n'y arrive pas, ça peut devenir très embêtant pour les playoffs par la suite. À voir. Après, Hartenstein a joué 24 matchs, du coup, donc ce que pourrait jouer Chet d'ici les playoffs. Au bout de 3 matchs, il était déjà intégré au KC, donc ça se trouve, Chet, ça va très bien se passer. mais pour le coup, c'est jamais bon d'avoir ce genre de blessure. Et oui, c'est le point négatif pour moi de la première partie de saison, c'est Chet qui retombe sur sa hanche et on l'a pas pendant une demi-saison. Ça rejoint le point négatif, moi, que je voulais évoquer, puisque c'était le chiffre que j'avais, c'était 177, pardon. C'est le nombre de matchs manqués par tous les joueurs d'OKC cette saison. C'est 3e à égalité de la ligue. Il n'y a que Memphis et Brooklyn qui font pire. Alors, bon, il y a 42 matchs de Nikola Topic en moins. Ça, on va être honnête, il y a 42 matchs de Topic en moins. Donc forcément, quand tu relèves 42 au 177, ça te fait un petit peu baisser dans la hiérarchie. Mais tu es toujours top 10. Par exemple, tes joueurs ont loupé plus de matchs que les joueurs de Denver. Tiens, bref, ça c'est un autre débat. Mais non, moi le point qui m'embête et que j'avais évoqué au moment de la blessure de Jay Mitchell, tu n'auras pas un roster en santé avant la mi-mars. La mi-mars qui sera le moment où très probablement, j'espère, je touche du bois, tu auras le first seed, donc tu n'auras plus rien à jouer. Tu parlais, Tom, du fait que Hartenstein s'était bien intégré. On n'avait pas de doute sur le fait qu'Isaiah Hartenstein au poste 5 allait bien s'intégrer. Par contre, la réelle problématique, c'est Chet et Hartenstein, est-ce que ça fonctionne? Et moi, je pense que vraiment le truc problématique, c'est que tu vas avoir un échantillon tellement faible de matchs pour te baser sur une campagne de playoff. Moi, ça m'inquiète. J'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Parce que, ouais, Chet, il peut jouer 25-30 matchs, mais honnêtement, à la fin mars, tu as une bonne probabilité pour qu'une partie des starters soient plus là, ou que tu aies certains matchs où ils se font reposer parce que tu essayes de les garder en santé, parce que tu n'as plus rien à jouer en termes de bilan. Enfin voilà, tu as plein de situations où tu vas être reposé. Donc en gros, et encore, faut pas que ça se blesse, parce que Hartenstein, il s'est reblessé lui aussi. Donc faut pas que ça se blesse derrière. Donc tu vas avoir, allez, peut-être 20 matchs sur lesquels tu dois te baser pour avoir des certitudes sur des points cruciaux. La relation Hartenstein-Chet, on en a parlé au moment où Hartenstein a été signé, on en a parlé en preview de saison. Tu auras 20 matchs pour te baser là-dessus, sachant que sur les 20 derniers matchs, tu ne joues pas que des foot de guerre en termes d'adversaires. Donc, ouais, pour moi, c'est la grosse problématique, c'est que tout aussi fort que le Thunder est sur cette demi-saison, tu vas arriver en play-off avec un groupe qui n'a pas été en santé, hormis, et encore, c'est si personne se blesse, une fois de plus, qui n'a pas été en santé, hormis sur les 3 dernières semaines de saison régulière, et un point crucial de ton effectif, le point d'interrogation sur la plus grosse signature de free agent de l'histoire du Thunder, tu auras 20 matchs avant une campagne de play-off pour juger si c'est viable ou pas. Donc, tu sauras pas vraiment. Je sais pas si je suis aussi négatif que toi là-dessus. Parce que, bon, moi je pense que même si t'es le first seed assuré, tu vas jouer les matchs avec tes starters peut-être un peu moins de temps, mais genre Shea il va vouloir jouer, etc. Et justement, tu auras besoin de tests et tu devras les faire jouer. Tu vois, je pense que justement, on va en profiter pour mettre Chet dans plein de situations, pour lui faire garder du rythme, etc. Je pense que ça sera l'objectif premier. Même si tu lâches des matchs où des fois c'est moins bien, je pense que ça sera le premier objectif de ça. Est-ce que tu mets Chet avec le banc, avec J-Dub et Hartenstein? Est-ce que tu fais... Enfin, il y a plein de façons de faire. Est-ce que Chet, du coup, suit les minutes de Shea aussi? Ça peut être ça. Tu vois, je pense qu'on va tester pas mal de choses. Et après, j'ose aussi espérer que le premier tour de playoff, il soit assez tranquille.
comme l'année dernière pour qu'on ait 4 matchs Bah, de test. Il Je sera n'en pas suis pas aussi sûr. tranquille que l'an dernier. Il sera pas Je aussi ne pense tranquille pas. que l'an dernier. Je ne pense pas, vu les équipes qu'il y a pour l'instant, on va dire, en play-in. Mais non, après, je suis d'accord avec vous que c'est assez embêtant et que tu as quand même pas mal d'incertitudes. Maintenant, ce qui est positif avec le fait que ça soit OKC, c'est que ton système de jeu, il est quand même stable depuis, à part par là, les ajouts d'Hartenstein, mais c'est stable depuis un moment, hein. Les automatismes, Chet, il les voit, tout le monde joue de la même façon autour d'Hartenstein, quoi. Donc, je pense qu'il saura très bien ce qu'il a à faire. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place pour qu'il, même s'il le fait pas sur le terrain, comment dire, il digère un peu tout ça en vidéo ou autre. Donc, je dis pas que c'est la panacée et que voilà, ça va le faire. Mais déjà, tu pars pas de zéro pour moi à l'heure actuelle. Tu pars pas vraiment de zéro. Il y a eu un Après, je suis training camp. oui. Après, je suis d'accord avec vous que oui, t'aurais préféré avoir 70 matchs des deux, hein. Je suis complètement d'accord. Mais ouais, de toute façon, à la blessure de Chet, on savait que ça allait être compliqué, hein, que ça va être le gros point d'interrogation. Après, j'ai tendance à dire, c'est pas comme les Knicks l'année dernière qui craignaient que Randle revienne pour embêter le roster quoi, en playoff. Là, c'est pas le même joueur, c'est pas le même profil de joueur. Donc bon, j'ai tendance à dire que ça va bien se passer parce que les niveaux des joueurs font que, voilà, et que l'intelligence des joueurs aussi. Mais ouais, la crainte, elle est forte, elle est forcément justifiée, bien entendu, hein. Et puis on l'a déjà dit, c'est défensivement, on n'aura pas trop de problèmes en vrai. Vu Non, comment c'est ça l'attaque, défend. moi. Mais C'est oui, pas la c'est l'attaque. défense. C'est le C'est l'attaque. spacing. S'il faut déjà que t'attendes que Chet retrouve un peu de rythme au tir, ensuite il reprenne du rythme sur ses drives, qu'il puisse jouer autour d'Hartenstein. Enfin ouais, je suis d'accord avec vous. C'est assez. Tu pars pas de zéro, mais c'est assez problématique, effectivement. Ouais. Et puis concernant les matchs de repos, entre guillemets, moi, c'est pas tant de Chet où ça m'inquiète, parce que Chet, comme on l'a dit, il va falloir qu'il reprenne du rythme. Donc je pense qu'il va jouer même jusqu'à la fin de régulière pour être au taquet. Par contre, Isaiah Hartenstein, quand tu vois les problèmes qu'il a à la main, Ouais. t'es OKC, t'es un peu plus frileux quand même sur le fait de le faire jouer l'avant-dernier match de saison régulière. Quand Chet revient, normalement, ses minutes, elles diminuent, hein, déjà. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle diminue. Donc à voir, mais tu vois, genre la fin de saison où tu joues Jazz Pélican. Bon, les Pélicans, ils reviennent, ils commencent à gagner des matchs, on sait jamais. De toute façon, tu t'auras Locke le faire seed. Mais oui. Mais tu vois, ces matchs-là, déjà, bon, tu peux un peu les jeter à la poubelle. Il n'y aura pas. Ouais, après, on l'a dit, donc. ok, si c'est pas l'habitude de lâcher des matchs là, de cette saison ou même la saison. Ouais, mais dernière, tu vois, pour travailler le fit Chet Hartenstein, tu joues le Jazz, je suis pas sûr qu'OKC ils se disent on va faire jouer Hartenstein là, hop, 25 minutes, 25, 28 minutes. On verra. De ça. Après, comme tu l'as dit, oui, le fait qu'il soit bord terrain, quand même, il n'est pas totalement paumé. Il va pas arriver sur le terrain en disant tiens, c'est quoi cette équipe je ne reconnais pas mes coéquipiers. Non, il connaît effectivement ce qui s'était passé dans sa saison rookie où il n'a pas joué de l'année. C'est ce qu'on dit sur les mecs qui jouent pas sur leur saison rookie. Ils apprennent quand même au contact de l'équipe. Donc, quand Chet est arrivé sur le terrain et a joué ses premiers matchs, il était déjà prêt, entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais est-ce que c'est pas mieux que ça soit dans ce sens-là, dans le sens où Chet était déjà là avant et a déjà vu ce qui se passait sur le terrain, a déjà joué avec Shea, etc. Hartenstein, il arrive cet été. Est-ce que c'est pas lui qui était plus dur à intégrer que Chet à réintégrer, entre guillemets? En gros, est-ce que c'était pas mieux dans ce sens-là qu'on n'ait pas Hartenstein de la saison, il arrive 15 matchs avant la fin et il faut faire un hub offensif avec lui? Enfin, je sais pas, c'est dur à dire. Parce que, comme l'a dit Constant, Hartenstein, on se disait que ça allait quand même bien matcher, on voyait à peu près ce qu'on allait en faire. Plug and play. C'est ça, Chet, on voit son rôle évoluer par rapport à ce qu'il faisait déjà. On a besoin qu'il évolue, notamment offensivement, parce que défensivement, il va continuer de faire ce qu'il fait. Après, offensivement, il y a besoin qu'il évolue. Plug and play Hartenstein, tu t'es quand même adapté à lui. Hein. Tu as dit, maintenant, on joue en hub avec toi, comme. Ouais, mais même si t'arranges bien, même si t'arrangeais bien. Voilà, même s'il avait loupé ça, même si Hartenstein avait loupé les 55 premiers matchs, au bout de 5 matchs, tu avais assimilé le fait qu'il joue en hub offensif. Ouais, c'est vrai. Alors que déjà, ça c'est un truc dont on n'a pas vraiment parlé, mais ça a développé la progression interne de Chet, déjà purement et simplement. Et puis surtout, en début de saison, son rôle offensif n'était pas tout à fait le même que ce qu'il était l'an dernier. Il était beaucoup plus agressif, il allait beaucoup plus chercher les lancers. Donc, est-ce qu'il va revenir justement dans ce rôle où je vais être très agressif vers le cercle, je vais essayer de provoquer des lancers, ou alors, comme tu l'as dit, Pierre, tout à l'heure, est-ce qu'il va plutôt être dans le corner? Enfin voilà, pour moi, il y a des grosses incertitudes. Et puis surtout,
encore une fois, c'est un gros point, l'association entre Chet et Isaiah Hartenstein. C'était le chantier de la saison. C'est le chantier que tu verras pas avant la fin février. Et voilà, on n'a aucune garantie que ça fonctionne parce que les deux joueurs en soi, oui, sont de très bons joueurs, mais l'association, encore une fois, au niveau du spacing, encore et toujours, va dépendre beaucoup de Chet si jamais tu fais les deux. Et en fonction des match-ups, typiquement, si tu joues face à, je sais pas moi, imaginons tu joues des finales NBA face à Cleveland. Allez, allons-y, on est parti. C'est possiblement une line-up que tu vas avoir besoin de sortir assez souvent. Donc, ouais, tu auras peut-être un premier tour pour le juger. Et encore, premier tour, comme l'a dit Tom, si tu joues face à Dallas qui sort du play-in, tu n'auras pas le temps de te mettre en rythme. Non, mais voilà, faudra être prêt. Mais effectivement, pour moi, c'est ça. Je dis pas que je suis craintif, je dis pas ça va pas marcher. Je dis juste que c'est mon point d'interrogation parce que tu l'as pas vu. Après, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de riche où il y a un monde où tu fais jouer Chet 30 minutes, tu fais jouer Hartenstein 18 minutes, et voilà. Enfin, j'exagère, hein, mais... Oh, le pauvre Avec la saison que tu es en train de faire d'Hartenstein, il joue 18 oui, minutes. Mais... Là, non, mais si tu arrives deuxième tour des playoffs, ça marche pas, ou premier tour des playoffs, déjà, t'es pas si bien que ça, bah tu stoppes. Tu t'adaptes, c'est sûr. Tu stoppes. Il y a toujours cette solution-là. Alors après, il y a les statuts des joueurs, il y a les temps de jeu, il y a le contrat. Après, quand tu vois que Martin Holt, le temps qu'il lui a fallu avant de stopper pour Josh Giddey, il va pas stopper tout de suite Hartenstein si ça marche pas au bout de 2 matchs. Je suis d'accord. Oui, Chet va être dans le 5 avec lui au premier match, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Bah, non, honnêtement, je pense que là aussi, c'est un choix de riche, mais plus on avance, plus le retour de l'adresse de Cason Wallace me fait dire que j'ai pas envie qu'il sorte du 5. Moi aussi. Ah oui, moi c'était plus en négatif que j'allais dire que Chet allait être dans le 5 avec Hartenstein. Pour moi, il faut enlever Hartenstein quand Chet revient. Pour l'instant. Ouais. Donc on aura le temps d'en reparler de ça. Mais oui. Bon, mon point négatif, alors, j'en ai 2. Un que j'aurais pu mettre mitigé, mais bon, le premier, c'est les lancers francs. Alors, ils nous ont dit, ouais, OKC est premier de la ligue au lancer franc en pourcentage. Il n'y a que Shea qui en tire. 29e en fréquence, enfin, en nombre de tirs par match. Enfin, sachant que tu es encore une fois l'équipe qui drive le plus de NBA, tu as toujours cette question de qu'est-ce que tu fais sur les drives, etc. Mais au bout d'un moment, il faut réussir à provoquer des fautes. Effectivement, Shea est le seul à certains matchs à en tirer beaucoup, parce que d'autres, il n'en tire pas beaucoup. Mais c'est problématique. On en a parlé pour J-Dub, provoque pas de lancer franc. Cette année, c'est combien de J-Dub ? 3,7. Voilà. Oui. Il a progressé. Voilà. Oui. Chet en provoqué. Chet en provoqué. Et après, tu as Hartenstein qui a 1,8 par match. Et tout le reste, ils en tirent même pas 1 par match. Ce qui est dérisoire, en fait. Et ce qui est problématique en playoff, parce que ça reste un endroit rémunérateur, parce que tu es à un très haut pourcentage quand tu les tires, les lancers. C'est un tir qui, pour le coup, ne change pas. Bon, ouais, tu as du public qui crie, mais qui ne change pas entre les playoffs et la saison régulière. Normalement, c'est un lancer franc. C'est le tir le plus régulier, j'ai envie de dire, en NBA ou même au basket. Le plus rémunérateur. Ouais. Donc, ça dépend le plus facile, parce que c'est pas un vrai tir de basket en rythme, quoi. C'est un tir arrêté. C'est comme un penalty, quoi. C'est le plus facile en fonction du joueur, quoi. Voilà. André Jordan, des mecs comme ça. Mais... Même Kenrich cette année, d'ailleurs. Même Kenrich les met plus ou moins cette année. Donc, voilà. Mais il faut réussir à provoquer des fautes. Et c'est un autre aspect qui peut être important en playoff et qui nous a coûté un petit peu l'année dernière, c'est que quand tu vas au lancer franc, c'est que tu as provoqué des fautes. Et quand tu as provoqué des fautes, il y a souvent des foul trouble. Et ça, c'est intéressant en playoff. C'est parce que nous, on a un roster qui est très profond, pas toutes les équipes l'ont, et tu as quand même des différences de niveau entre le titulaire, le backup, etc. Et donc ça, c'est un aspect qu'on n'a pas progressé, et dont on a parlé maintes et moins de fois, encore une fois, mais on n'a pas progressé là-dessus, quoi. Ça, moi, j'en parle pas. Enfin, ça y est, j'ai admis le fait qu'OKC n'aura pas le lancer franc, qu'il faudra faire autrement. Après, ça se plaint de l'arbitrage, machin, mais j'ai rarement été vraiment scandalisé en mode, ouais, là, il y avait 10 lancers de plus, quoi. Enfin, J-Dub, sur ses drives, il se fait souvent démonter la tronche. On va lui rendre ça, c'est que J-Dub, sur ses drives, il se fait souvent démonter. On va dire que l'arbitrage de J-Dub est pas le même arbitrage que peut avoir Shea certaines fois, même si Shea, il y a des situations où il a pas de... En fait, Shea est mieux arbitré sur ses pun fake que sur ses drives. Après, Shea, il y a beaucoup de situations claires et lisibles. Quand il monte sur le joueur 1 contre 1, qui met les bras, lancé. Oui.
J-Dub, Oui. c'est du tout droit, quand il le fait, tout droit, pleine vitesse, 3 joueurs au milieu, qu'est-ce que je fais? Et ce Oui. qui nous profite aussi à OKC, parce qu'il y a souvent 3 joueurs dans la raquette en train de chercher la balle, ça nous profite à ça, à l'autre côté du terrain, mais ouais, je suis d'accord que J-Dub, il y a des fois quand même, et il s'en plaint beaucoup, je trouve aussi, donc ça doit être justifié, c'est quand même certains moments. Ouais. Ça donne pas envie d'y retourner. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut apprendre à les vendre, les lancers aussi. Hein. Les mecs provoquent beaucoup de lancers, ils savent les vendre auprès des arbitres. Hein. C'est con, mais c'est du vice, quoi. Haché. Tout bêtement. Mais surtout, il a ce truc que n'a aucun joueur de l'effectif, et les défenseurs adverses en parlent souvent en podcast, c'est les angles avec Shea. En fait, il te met dans des angles où soit tu es obligé de le laisser passer, soit tu es obligé de faire faute. Ouais, t'as ton bras qui est pris sur lui à travers, tu peux rien faire. Donc, puis il y a des astuces que Shea a pour provoquer des fautes en utilisant ses bras, en tenant un peu le joueur. Il a bien regardé Dwayne Wade. Hein. Ouais, mais il y a plein de joueurs. Aussi, mais ce soir, non. Il y a plein de joueurs mais c'est très efficace. Donc voilà. Bah oui, mais de toute façon, tous les meilleurs Embiid, Harden, les mecs, on les appelle Embiid, c'est autre truc, mais. Ouais. Mais ils sont malins. Ils savent les provoquer, les fautes. Mon deuxième point négatif, qui ne m'a pas satisfait, mais que j'aurais presque pu mettre en cours de confirmation, et ça fait lien un peu avec le tir, etc. Pour moi, c'est les role-players, en fait. C'est la majorité des role-players qui n'ont pas répondu très présents sur le début de saison, ou que sporadiquement, ou voilà. Il y a Lou Dort qui, quand même, fait une très bonne saison, que j'ai envie un peu d'enlever, parce que, voilà, c'est un joueur... à chaque fois, on le met sur le départ, on le met moins important, et chaque année, c'est assez impressionnant. Mais Cason Wallace, ça fait un mois qu'il joue bien au basket, offensivement, parce que défensivement, ça allait. Isaiah Joe, on est toujours en dilettante sur son tir, alors qu'on attend presque ça de lui. Aaron Wiggins, il y a un mois, il était benché, et maintenant, il revient fort pour le coup, et ça, c'est vraiment intéressant. Caruso, j'attends encore offensivement. Là, il a mis des contre-attaques et des doubles pas les 2 derniers matchs, mais bon, voilà. Bravo. Il y a un peu de 3 points aussi. J'ai l'impression qu'il rentre un peu plus ces 3 points. Par contre, les lay-ups. Après, il ose plus. J'ai l'impression qu'il est moins fort en lay-up. Il ose plus les prendre, les 3 points aussi, d'ailleurs. Ouais. Il en a pris un peu plus rapidement que d'autres. Il est grand ouvert aussi sur les 3 points. Mais non, j'ai l'impression qu'il galère plus sur ses lay-ups. C'est plus dur comme tir pour lui que le 3 points. C'est bizarre. Il a l'air dans le déclin physiquement, là, actuellement. Alors, on lui souhaite un comeback à la Kenrich, mais j'aimerais bien qu'il revienne. Même 80 sur 4, c'est revenir. On lui souhaite. Même Caruso, en fait, le problème, c'est que maintenant, quand il a la balle en main, il navigue un peu dans la défense, il sait pas trop quoi faire. Donc souvent, ça fait passe, et je vais poser un écran à celui que j'ai fait la passe. Et il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Et avant, c'était pas ça. Caruso, avant, il y avait d'autres choses. Donc, bon. Et après, Mitchell, il est blessé, alors qu'il faisait une bonne saison, mais on n'entendait pas forcément. Jalen Williams, il met un peu dedans, offensivement, il y a des choses, mais défensivement, t'es pas viable. Et Kenrich, il joue pas beaucoup, alors qu'il est très bon, je trouve, mais il joue pas beaucoup. Donc en fait, oui, il y a des matchs, les role-players t'aident beaucoup. Il y a des matchs qui font basculer, Aaron Wiggins notamment, par exemple. Mais sur la globalité, je suis pas si convaincu que ça. Hein. Je suis pas si convaincu que ça pour l'instant. On n'a pas eu tant ce débat d'ailleurs de qui doit finir les matchs, alors qu'il y a Chet blessé. Cason Wallace semble avoir pris la main, mais il n'y a pas eu de clutch aussi. c'est un peu problématique. On n'a pas vu beaucoup. Hein. On n'a pas vu beaucoup, mais ceux qui finissent les matchs, c'est Alex Ducas et Brandon Carson. Ouais, on s'était dit qui c'est qu'on met à la fin. Est-ce qu'on met Caruso parce qu'il est sûr? Est-ce qu'on met Joe pour du tir? Est-ce qu'on met on n'a pas eu ces débats-là, quoi. Alors, il n'y a pas eu de clutch. On aurait pu mettre ça en point négatif, on s'est pas entraîné dans le clutch, peut-être d'ailleurs aussi. Non, mais voilà, je suis pas archi satisfait de ce que je vois des role-players. Alors, ils se font très bien dans la masse et dans le roster, défensivement, dans le jeu, etc. Mais il n'y a pas toujours ce supplément qui devrait être là, parce que tu as, pour moi, sur le papier, un des meilleurs bancs NBA, en fait, et tu dois le ressentir peut-être plus des fois. Moi, pas grand-chose à ajouter. Je pense que OKC arrive dans une situation où tu as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, mais tu n'as aucun joueur qui t'apporte une garantie. Comme tu as dit, c'est d'un match sur l'autre, tu te dis, bon, alors c'est qui là? C'est Aaron Wiggins, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit dans le précédent épisode avec Charlie, mais Aaron Wiggins, offensivement, est peut-être celui qui t'apporte le plus de stabilité. Mais sinon, le reste, Isaiah Joe, tu sais pas sur quel Isaiah Joe tu vas tomber.
Kenrich Williams, son impact est quand même limité. Même les matchs où il joue le plus, c'est les matchs où il est le moins bon. Genre, je comprends pas pourquoi il finit le match face à Dallas alors que Caruso est super. Mais sinon, le reste ne t'apporte. Alors, défensivement, ils t'apportent tous une certaine viabilité, ça c'est évident. Mais offensivement, ils t'apportent. Tu t'es en mode, sur quel soir on va tomber, quoi. Donc, effectivement, OKC a beaucoup de joueurs de rotation, mais quand il va falloir arriver en playoff une nouvelle fois, j'espère que certains ont retenu l'expérience de l'an dernier et vont pas perdre tous leurs moyens, comme ça a été le cas face à Dallas. C'est dans ce sens-là, dans ce que tu dis, que ceux qui veulent un trade pour un vrai créateur en sortie de banc, un shooter, je peux le comprendre. C'est plus dans ce sens-là, moi, d'ailleurs, que le tir. C'est plus ça, au pire. Sauf que le problème du créateur, comme je l'ai déjà expliqué, c'est que si tu veux un créateur qui est capable de créer son tir à des hauts niveaux de playoff, faut toucher à ton Yonkor. Genre, faut aller chercher Jimmy Butler. Ou Norman Powell, ou je sais pas qui, mais c'est pas possible. Voilà, ou faut aller séquestrer Malik Monk, quoi. Donc, Un peu mieux qu'Exxon Wallace, quand même. Oui. Il lâche pas son progresse offensivement. Ouais, mais offensivement, il progresse. Au-delà même du tir, il y a plus de création, il y a plus d'agressivité au cercle. Il y a du mieux. Je trouve que les reps qu'il a eu un peu en porteur de balle commencent de servir un peu là. Il en a encore d'ailleurs. Mais là, tu vois que ça commence d'être intéressant sur certains trucs, Ouais, il est plus confiant. Puis même, il va au drive, même s'il se fait contrer ou quoi, c'est bien. Il y a du mieux. En tout cas. Bon, et ben messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou on a fait le tour un peu de ce bilan de mi-saison? Est-ce que vous voulez finir par un pronostic sur à combien on finit en fin de saison? Non, on fera pas ça. C'est Tom ou c'est Charlet qui avait dit 60 wins dans le pronostic de début de saison? T'avais dit 60 wins, bon. Je pense que la majorité et nous on avait dit moins que l'année dernière. Non, moi j'avais dit 56, je crois. Puis j'avais changé d'avis après la blessure d'Arteston où j'avais dit que Dallas allait nous passer devant. Sachant que là, Houston a perdu. Donc, Houston a 7 défaites de retard sur OKC officiellement. Ils ont perdu là. Ils ont perdu contre Détroit à domicile. Donc, en fait, OKC a 7 défaites d'avance. Donc, déjà, le first seed, il est quasi lock. Donc, je sais pas moi. Franchement, tout hormis blessure de Shea, etc., tout résultat autre qu'un record de franchise battue, c'est-à-dire 61 victoires, serait décevant. Genre pour moi, si tu es à 60, je suis en mode on l'a fait que l'égaler, vu le début de saison, tu dois faire au moins 61 wins, et du coup 61 wins, ça veut dire que tu termines la saison en 26-14. Vu le calendrier et le fait qu'OKC est le calendrier le plus simple de toute la conférence Ouest, ce qui est normal parce qu'OKC n'a pas s'auto-jouer, donc du coup quand tu es les équipes adverses, tu as une équipe à 80%, donc forcément ça rend difficile le calendrier. C'est pareil pour Cleveland d'ailleurs, mais voilà, pour moi, tu dois faire aller 26-14 sur la fin de saison, comme ça tu bats le record de franchise, même si perdre moins de 20 matchs, c'est quand même un achievement que je trouve un peu sympa. Perdre moins de 20 matchs sur une saison, 63-19, vas-y, tu m'en gagnes 2 de plus que. Allez, tu fais 28-11. 28-11, ça commence à être costaud quand même. Mais à peu près. 28-12, pardon, ça commence à être costaud. Mais sinon, vas-y, tu me fais un 26-14, et puis voilà. En vrai, j'espère que. Je pense qu'ils ont cette mentalité-là d'aller chercher le record de franchise, s'ils peuvent. Je pense que ça va être dans les têtes un petit peu de se dire, vu ce qu'ils ont l'air de dire sur les anciennes équipes d'OKC, quand ils en parlent, sur le standard qu'a eu, etc. Je les vois bien aller le chercher. J'espère que ça ne jouera pas sur les derniers matchs, qu'ils puissent quand même se reposer si besoin. Mais je les vois bien aller les chercher. Et non, je suis d'accord avec toi, Constant, au moins 60. Sinon, t'es à 35-7. Là, tu vas jouer Utah, machin. Tu vas peut-être pouvoir gagner quelques matchs quand même. T'as toujours pas. Ah si, j'allais dire, t'as toujours pas perdu contre la Confest. Si, t'as perdu une fois. T'as perdu contre Cleveland. Et Milwaukee. Et Milwaukee. 2 fois, dont une non officielle. Voilà. Non, après, attention au momentum face aux équipes de l'Ouest, on va dire. Faut gagner le prochain contre Dallas. Faut gagner les petits matchs comme ça, les petits matchs. Il y en a 3 contre les Wolves après All-Star Break là. Oui. On joue 3 fois en 10 jours, un truc comme ça. Oui, dont back-to-back domicile extérieur. Ouais. Ça peut être intéressant. En vue d'un premier tour, peut-être. Non, et puis surtout, là, on va être très honnête, là, mi-mars, il y a 3 matchs. Tu reçois Denver. Tu reçois Denver. Tu vas à Boston. C'est les 3 matchs qui sont entourés. Là, déjà, les 2 matchs face à Denver. Si ça reste comme ça, il y a moyen qu'il y ait des narratifs qui se créent en mode les 2 matchs pour le MVP. C'est sûr. Hein. Déjà, le match face à Cleveland, déjà, c'est à mettre dans le CV de chez. Puis voilà, c'est les 3 matchs où tu joues 2 fois Denver,
et tu vas à Boston. Bon, bah là, pour le coup, c'est royal. Et si Chet est là, en plus, tu as des vrais tests. Ouais, sachant que c'est début mi-mars, donc c'est à peu près le moment où tu espères retrouver l'effectif au complet. À peu près. Voilà. Bon, bah, voilà nos targets pour la fin de saison. C'est pas mal. C'est pas mal. La mi-mars. On se retrouve à la mi-mars. Salut. Non, mais en tout cas, bah, merci les gars pour ce petit bilan de 1h45, un peu, ce petit bilan. Mais merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là, qui nous ont écoutés tout du long. N'hésitez pas à vous aussi mettre ce qui vous a plu, moins plu, si vous êtes d'accord avec nous ou pas en commentaire. Et encore une fois, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch. Promis, on va bientôt refaire des lives, mais là, ça nous arrangeait mieux de le faire en podcast, vu l'horaire où on enregistre, etc. Mais on va revenir bientôt. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. On espère que le Thunder va récupérer quelques joueurs qui sont blessés. On espère que J-Dub va revenir, même si on n'en a pas dit que du bien aujourd'hui et qu'il va encore à la revenir hanche. Ouais. Ils ont tous des problèmes à la hanche dans cette équipe. Bizarre. Oui, c'est vrai. Et puis, à très vite. Salut tout le monde. Salut. Salut.